on a un point de vue qui nous semble logique pour nous, juste. Mais la plupart du temps, ce point de vue qu'on défend bec et ongle ne nous rend pas forcément heureux. Et donc, on est deux thérapeutes. Alors, des gens qui ne sont pas forcément heureux dans leur vie, ben, on en croise souvent. Et ils viennent justement chercher une solution au fait de vouloir avoir raison, mais qu'en même temps, ce fait d'avoir raison va leur permettre aussi d'obtenir dans la vie ce qu'ils ont envie d'avoir pour se sentir mieux. Et se sentir mieux dans leur vie passe souvent par l'acceptation de détruire un petit peu l'objet du désir pour qu'il se manifeste de façon plus juste. Alors, on dit souvent, enfin j'ai tendance à dire que quand il nous arrive quelque chose dans la vie, les autres ne détruisent jamais nos rêves, mais uniquement l'image qu'on s'est fait de à quoi ça devait ressembler. Alors aujourd'hui, c'est une soirée, je fais l'introduction, hein, c'est pas moi qui vais causer normalement, j'espère. Je suis un grand bavard au départ, donc j'espère coordonner avec Virginie, mais lui laisser au moins 60% du temps de parole, si j'y arrive. Si j'y arrive pas, rappelez-moi l'heure de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc nous sommes deux thérapeutes et donc nous avons affaire souvent, régulièrement à des gens donc, qui aimeraient que les choses changent, mais qui ont du mal à savoir comment eux pourraient changer les choses. Notre mode de thérapie est de ramener la personne à chaque fois à sa responsabilité face aux événements qu'il vit. Et quand je parle de responsabilité, entendez bien, je ne parle pas de culpabilité. Pour moi, ces deux mots-là ont deux sens totalement différents. Et quand on ramène les gens à leur responsabilité, parfois, ils entendent, mais alors, ça veut dire que je serai coupable de la situation dans laquelle je vis. Ce qui est tout à fait différent. Parce que être responsable, c'est reprendre le volant, reprendre les manettes, pour qu'au moment où je suis en train de vivre quelque chose qui ne me convienne pas, je puisse, moi, de là où j'en suis, commencer à pouvoir faire bouger les choses. Mais pour pouvoir les faire bouger, il faut que je regarde comment j'ai fait pour arriver à cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai mis en place de façon consciente et inconsciente. Alors vous avez la chance ce soir d'avoir Virginie Olivier qui a la chance d'être une femme. J'ai la chance que ce soit une femme parce que voilà, on vit ensemble. Que ce soit la tienne. Et c'est la chance que ce soit la mienne. Voilà. Donc vous allez avoir la chance ce soir de pouvoir discuter avec une femme qui a compris certaines choses sur la féminité, sur le féminin, sur l'acceptation du féminin et du masculin en elle, sur la capacité d'aller regarder profondément les systèmes qui nous amènent à être dans des problématiques de couple, dans des problématiques sociétales, dans des problématiques au travail, et d'avoir compris certaines choses. Voilà. Alors, elle a des points de vue qui sont des points de vue qui lui sont propres. On ne détient pas, j'avais oublié que les gens on ne détient pas de vérité absolue sur comment il faut faire, ni sur comment il faut penser. On n'est pas là pour vous distiller une vérité absolue sur la vie, parce que on est comme vous, hein, à part peut-être qu'on l'a cherché, on cherche peut-être plus longtemps dans la journée que vous, et c'est comme un charpentier aura des informations sur une charpente quand il rentre dans une maison. Un thérapeute a des informations sur un humain quand il regarde un humain. Voilà, plus d'informations que quelqu'un qui n'est pas confronté à ça. Donc nous ne distillons pas de vérité absolue et nous ne pensons pas détenir une vérité, quelle qu'elle soit, mais un point sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire évoluer votre propre système. Il n'est pas question d'imaginer que parce que nous aurions raison sur un point ou un autre, vous avez faux sur le vôtre. Le but est d'associer vos deux points, le vôtre et le nôtre, et d'en faire une autre réalité légèrement différente pour que quand vous ayez une problématique à dépasser, qu'elle puisse être abordée sous plusieurs angles différents. Voilà. T'as vu, j'ai bien réussi à faire 10 minutes, hein. Donc 4, hop, voilà.
merci au fait d'être si nombreux. Merci à la Mezza de nous accueillir tous les mois pour ces conférences. Les conférences d'avant qu'on a co-animées ou que j'ai animées sont en lien sur YouTube ou sur Facebook. Donc vous pouvez les retrouver. Elles sont sur d'autres thèmes tout aussi intéressants. Donc si ça vous intéresse, allez regarder. Voilà. Et bien pour l'instant, écoutez celui-là. Et puis j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Merci. Bonsoir, c'est assez impressionnant. Vous êtes très nombreux. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant de monde à la mezzanine. Ce que je vais essayer de faire, ça fait quelques années que je regarde un petit peu comment la femme fonctionne, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, j'en suis une. Donc j'observe chez moi et chez les patientes qui viennent, chez les femmes que je rencontre, comment le mécanisme fonctionne chez nous les femmes de manière générale. L'histoire que je vais vous raconter ce soir nous concerne toutes, c'est l'histoire de Madame Tout-le-Monde en fait. C'est un peu chacune d'entre nous, dans des espèces de stéréotypes dans lesquels on est très ancrés, chacune. Madame Tout-le-Monde, c'est vous, c'est moi. Elle peut se sentir bien dans sa peau ou se sentir très mal dans sa peau, se trouver jolie ou se trouver très moche, essayer de trouver sa place dans la société, essayer de trouver sa place dans la famille, et essayer de trouver sa place dans le couple. Elle peut être hétéro, elle peut être bi, elle peut être homo. Madame Tout-le-Monde, c'est Madame Tout-le-Monde. C'est votre voisine que vous croisez sur le palier tous les jours. C'est vos collègues au boulot, à la fac. Toutes ces femmes-là sont une petite partie de vous. Ce qui est hyper intéressant quand on commence à fouiller un petit peu, c'est d'observer chez chacune des femmes qu'on croise comment elles reflètent une partie de ce que je suis moi. Chez chacune d'entre vous, là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui me ressemble. Alors, on a toute une histoire très posée, notre histoire de famille, notre histoire de vie. Mais on a un point commun, chacune, c'est qu'on a l'histoire de la femme, qui est quand même très empreinte chez nous toutes. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les autres contrées, la femme dans le monde, etc. Moi, ce qui m'intéresse, comme vous le disait Georges tout à l'heure, c'est comment on fait pour modifier les choses dans notre quotidien. Et on a tendance, nous, à plutôt travailler là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais mettre en place, moi, dans ma vie de tous les jours, avec moi, pour faire changer les choses. Mais moi, d'abord. C'est une vision de la thérapie qui est assez égotique, pas égocentrée, mais égotique. Donc comment moi, je me modifie chaque jour en fonction des compréhensions que j'ai et pour permettre de modifier mon environnement et par l'exemple, par ce que je fais, modifier les choses. Madame Tout-le-Monde. Madame Tout-le-Monde, c'est moi. Je crois que dans ma vie, j'ai à peu près expérimenté des points sur lesquels on va aller, en tant que femme, rechigner un petit peu. J'ai eu 2 mariages, j'ai eu 3 enfants. Il m'est arrivé de tomber sur des hommes violents. Il m'est arrivé de tomber sur des hommes absolument magnifiques. Je suis bisexuelle, j'ai des relations avec des hommes, avec des femmes. Et j'ai parcouru toute ma vie comme ça, en essayant d'aller chercher constamment comment on peut apprendre qui on est, nous en tant que femmes. Et la vision aujourd'hui que je peux observer va se poser sur la responsabilité. C'est-à-dire que souvent, ce que j'entends là en préparant cette conférence, ce que je suis allée voir un petit peu, il y a quelque chose qui se pose. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est là ce soir, il y a une jeune femme qui est venue en ANP me poser la question de la victime. Non, c'est toi. On a tendance à se focaliser sur notre rôle de victime. Il y a les femmes battues, il y a les viols, on n'a pas le même salaire que les hommes, et on demande à l'extérieur de changer tout ça. Alors c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des choses qui sont très difficiles à supporter pour certaines femmes dans le monde et en France. Ce que je propose de regarder ce soir, c'est de quelle manière nous on peut le changer au quotidien. C'est-à-dire de quelle manière
Bonsoir. De quelle manière on va pouvoir se responsabiliser, de quelle manière on va essayer de modifier notre comportement de victime pour ne plus devenir des victimes, mais des actrices de notre vie. Et je pense que c'est là... Bonsoir. Je pense que c'est là que c'est important de regarder les choses. Donc dans cette observation-là, depuis quelques années, je vois différents courants. Il y a notamment des courants qui sont très matriarcales, très patriarcales. Il y a des courants très féministes. Je m'inscris plus dans quelque chose d'humaniste. Je ne pense pas que faire la guerre aux hommes soit la solution. Je pense qu'il faille travailler avec eux. Je pense qu'on a un vrai rôle d'apprentissage, des femmes avec les femmes et des femmes avec les hommes. Je ne pense pas non plus qu'il faille être les égales de l'homme. Pour moi, une femme accomplie n'est pas un homme. C'est pas du tout la même chose. Je pense qu'on a des compétences différentes et que l'important, c'est de voir comment on peut jouer avec ces compétences ensemble. On n'aura jamais, de manière morphologique, les mêmes compétences qu'un homme. Ils n'auront jamais les mêmes que les nôtres. Pour moi, la femme, c'est pas seulement une idéologie. C'est quelque chose à prendre dans son ensemble. C'est l'émotionnel, c'est la psychologie, c'est sa place dans la société, mais c'est aussi sa biologie. On est femme, on est avec un corps de femme, des organes de femme, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire disparaître. On va avoir des hormones qui vont travailler toute notre vie et on aura un fonctionnement qui sera très différent de celui des hommes. Comment on peut arriver à interagir avec l'extérieur de ce point de vue-là? C'est ça qui est intéressant. C'est comment regarder, à chaque fois que quelque chose nous impacte, comment on peut récupérer sa responsabilité. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde hein, ce soir en plus, mais il y a beaucoup de femmes donc, et il y a aussi beaucoup d'hommes quand même. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que, même si proportionnellement c'est peanuts, hein, mais c'est quand même assez intéressant que cette conférence puisse aussi intéresser les hommes que nous sommes, parce que aujourd'hui on est quand même, on a passé quand même 2000 ans hein, où on était à peu près tranquille, hein, d'accord. Donc là, bon, au bout d'un moment, on a mis des trucs en place en se disant si on leur donne un peu de liberté, peut-être que ça sera encore mieux parce qu'on va pouvoir en profiter aussi. Et puis on se retrouve un petit peu ballotté, et je crois que moi en tant qu'homme, mais on est plusieurs dans ce cas-là, à plus vraiment savoir comment faire dans nos interactions avec les femmes, où on est souvent profondément perdu dans quelque chose où on nous demanderait tout et n'importe quoi, hein, c'est-à-dire d'être fort et en même temps d'être doux, d'être présent mais pas trop, d'avoir des compétences et en même temps de ne pas surjouer notre rôle. Et je crois qu'on est à un moment charnière dans le rapport homme-femme. On est dans un moment charnière qui est un moment très violent, donc, hein, par les mots, par des gestes, par ce qu'on met en avant, par tout ce qui était caché avant et qui d'un coup se met à jour. Mais je pense que cette guerre-là aujourd'hui, qu'on est en train de se mener les uns les autres, et où chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, nous perturbe profondément, je pense que c'est un moment qui doit nous amener à arriver à un moment de grâce dans lequel on va pouvoir enfin se rencontrer d'égal à égal. Et quand je dis d'égal à égal, c'est-à-dire dans une forme de complémentarité hein, entre les hommes et les femmes. Le travail que l'on fait tous les deux et qu'on fait ensemble hein, dans la vie de tous les jours est un travail où justement, parce qu'il y a cette guerre-là, aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi ou pas, mais comme moi c'est comme ça que je la vis, il y a une vraie guerre du féminin contre le masculin, alors qu'on a tous en nous du féminin et du masculin, donc c'est une propre guerre qu'on se fait à nous-mêmes hein, en tant qu'individus, et pas les hommes et les femmes. C'est une guerre qu'on se fait pour arriver à un moment à regarder à l'intérieur de nous-mêmes quelles sont nos divergences,
pour qu'on puisse enfin les rendre complémentaires. Quand un homme ou une femme arrive à joindre son complémentaire à l'intérieur, quand il arrive à faire correspondre son masculin et son féminin, c'est-à-dire à être capable d'obtenir de la douceur chez lui, à l'exprimer, à la ressentir, et qu'en même temps, il accepte d'avoir aussi cette puissance, cette force d'aller vers l'extérieur pour aller conquérir le monde, et que ces deux choses-là arrivent à harmoniser correctement, il devient complet en terre. Hein. Bobo spirituel qui utilise ce mot-là, mais j'aime bien celui-là. Chez la femme, c'est la même chose. Donc quand on arrivera les uns et les autres, mais je crois que ça va pas arriver en le demandant à l'autre, hein. Ça va arriver en travaillant sur soi, c'est-à-dire en récupérant sa responsabilité. Dans les points importants, dans les points justement pour rejoindre ce qu'il disait. Qui devait parler? À partir de quand on a le droit d'intervenir en fait? Quand vous voulez, vous levez la main si on ne vous voit pas, parce qu'en plus, je ne regarde pas sur la main. Vas-y, on t'écoute. Dis-moi. Non, je suis un petit peu gênée, hein, j'avoue, là, par ce qui est dit jusqu'à présent, parce que ne serait-ce que l'histoire de dire, là, soit l'homme ou la femme, le féminin, le masculin doivent être complémentaires, le féminin, la douceur, et le masculin, aller vers l'extérieur, combattre. Je trouve qu'on revient sur, on revient sur forcément mettre des attributs de caractère sur des attributs physiques. Vous l'avez dit au début, la seule chose qui fait un homme et une femme, c'est des attributs biologiques, c'est la sexualité, rien d'autre. Le caractère... Mais je pense qu'on est d'accord avec toi. Je pense que dans notre discours, on est absolument d'accord avec toi. On ne détermine pas la femme avec de la féminité. Pour nous, la féminité existe chez les hommes et chez les femmes. En fait, c'est et le la terme masculinité même de féminité qui est embêtant. Parce que le fait de... C'est le terme même de féminité dans ces cas-là. Ah oui, mais alors, ça c'est une guerre de sémantique pour moi. On a des attributs qui sont attribués au féminin et d'autres au masculin. Je ne suis pas là aujourd'hui pour refaire le dictionnaire. Je suis simplement là pour essayer de montrer comment on peut interagir les uns avec les autres. Il y a quand même chez les femmes, de manière générale, aujourd'hui, quand on fait le constat, il y a quand même chez les femmes énormément de douceur, la maternité, tout ce genre de choses-là, l'écoute, l'empathie, qu'on attribue aux femmes, et qui est de manière générale, quand tu regardes la société, c'est quand même comme ça que ça se pose. Je regarde le constat et je regarde comment on peut le faire bouger. Il faut regarder les choses de loin, pas chez soi en particulier. D'accord ? Quand tu prends par exemple les stages, les femmes vont aller faire des stages d'estime de soi, et les hommes vont aller faire des stages de coaching. C'est quand même quelque chose qui est au fond dans la manière de réagir. Je pense qu'on a un vrai rôle d'enseignement en tant que femmes avec les hommes, de leur permettre la fragilité. Dans l'éducation, quand on prend l'éducation de manière générale, encore une fois, moi j'ai un fils qui est très, comment tu dis qu'il est métrosexuel. Métrosexuel, il adore faire la cuisine, enfin ça va être très féminin. Mais de manière générale, un petit garçon, quand tu le mènes au magasin de jouets, tu le mènes voir les camions de pompiers, tu ne le mènes pas voir les Barbies. Donc on a quand même quelque chose encore chez nous qui est très ancré, où on va éduquer les filles d'une manière et les garçons d'une autre manière. C'est en train de changer et Dieu merci, ça fait quand même une bonne 60aine d'années que les choses évoluent bien pour les femmes comme pour les hommes. Comment on peut récupérer sa responsabilité? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de comment on peut chacun récupérer sa responsabilité et travailler de concert. Il y a dans la nature de l'homme quelque chose qui est très voué à aller vers l'extérieur, de par son éducation. Le petit garçon doit entreprendre. Il doit avoir un caractère fort, il doit avoir des épaules solides, il ne doit pas pleurer, etc., etc. Je ne dis pas que c'est bien, hein, d'accord? Je te dis que c'est juste le constat. Chez les petites filles, par contre, on va élever la petite fille dans quelque chose de plus doux, plus tendre. Plus... D'accord, c'était mon impression de dire que c'était deux par la nature, dans le sens naturel, alors que c'est deux par douce. Voilà, c'était juste ça qui m'embêtait. C'est plurifactoriel, on est d'accord. Mais c'est le constat que c'est comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un vrai... Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un vrai travail, les hommes avec les femmes, où les hommes peuvent permettre aux femmes, de par leur savoir d'entrepreneuriat, à entreprendre, et les femmes peuvent permettre aux hommes, de par leur savoir empathique, à rentrer dans quelque chose de très fragile.
et de leur donner cet accès à la fragilité. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se faire là-dessus. Mais pour ça, il faut que nous, les nanas, on récupère le fait qu'on a un vrai pouvoir et qu'on n'est pas des victimes. Et Mademoiselle, tu voulais c'est qui voulait parler? Déjà, parce que dès le début, j'ai un petit problème avec ce que tu dis. Et après, je te laisserai finir pour voir si globalement, à la fin, on se rejoint d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je suis féministe et j'assume absolument le fait d'être féministe et je suis absolument pas en guerre contre les hommes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être en guerre contre les hommes. Et le fait de dire qu'il y a des problèmes chez les femmes, etc. Chez les femmes, ça n'est pas être contre un humanisme général. C'est juste que, de la même manière qu'il y a des problèmes avec, avec le racisme, il y a des problèmes spécifiques aux femmes. Je suis absolument d'accord avec toi. Du coup, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas diminuer cette problématique-là en disant, de toute façon, on est différents. En fait, on n'est pas si différents que ça. La question hormonale, les différences de nos cerveaux sont très petites. En fait, tout le reste, c'est comment on apprend à être une fille ou un garçon quand on sort du vagin de nos mères. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours parler de féminité et de masculinité de cette façon-là, parce qu'en fait, c'est jouer le rôle de ça. C'est-à-dire de dire que les hommes sont faits pour travailler et être CEO, etc. Je n'ai pas dit qu'ils étaient faits pour. Tu dis, les hommes doivent nous apprendre à faire de l'entrepreneuriat. Excuse-moi, c'est un gros problème. Je n'ai pas dit qu'ils étaient faits pour. Dans ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça peut être mis en place. Oui, ça peut être mis en place quand l'enfant paraît. Oui, mais d'accord. Tu parles beaucoup là, de nature et de la nature des hommes à être de telle façon. Oui. Il faut faire attention aux mots parce que ça mais c'est dans la nature des hommes. Biologiquement, c'est dans la nature. C'est pas dans leur nature. Si, dans la nature des hommes, les hommes ont beaucoup plus de testostérone que les femmes. Non, mais et la testostérone permet d'aller vers l'extérieur. Tu apprends, mais regarde, je sais pas comment tu... Donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Margot. Si tu veux, quand on part du constat que si demain tu as des enfants, ils naissent maintenant et qu'au moment où ils naissent, tu leur apprends à ne pas faire partie d'un genre et que toi-même, tu as acquis à l'intérieur de toi ce féminin et ce masculin et que toi, tu l'as vraiment travaillé avec toi. Ça veut dire quoi le masculin et le féminin quand je Eh oui, tu vois, mais parce que là, on n'est pas... Parce que là... Parce que... Si je peux me permettre juste une petite chose, parce que peut-être que vous ne connaissez pas aussi le jargon, chacun a sa terminologie en fonction de sa sensibilité. Revenez peut-être sur le concept masculin, féminin, ne serait-ce dans la... Si tu veux, on va prendre un concept jungien, et Jung délimite le fait qu'il y ait du masculin et du féminin en chacun d'entre nous. Ce sont des attributs qu'on a en nous, qui sont des attributs qu'on appelle féminins et qu'on appelle masculins. Ne confondons pas dans notre sémantique la femme et l'homme avec le féminin et le masculin, ou la femelle avec le mâle. D'accord? Ce sont trois strates qui sont totalement différentes. Quand je parle de féminin et de masculin, je parle de comportement féminin et de comportement masculin. Il y a des hommes qui ont des comportements très féminins et des femmes qui ont des comportements très masculins. Et on n'est pas en train de genrer. D'accord? On est en train de parler de comportement. Dans notre éducation... Tu aurais des exemples? Je pense qu'il faut développer le... par exemple, quand tu vas... Alors on va appeler ça un comportement pseudo-masculin ou pseudo-féminin, parce qu'il n'est pas équilibré. Mais quand tu dois avoir une réaction à un comportement, et que la réaction que tu as, c'est une réaction violente ou une réaction d'aller vers, de foncer, d'aller au contact, plutôt qu'elle soit magnanime, qu'elle puisse y aller progressivement. Là, on va être dans un comportement qui va être masculin. Quand on va être dans un comportement où on va plutôt être dans une forme de négociation, de compréhension, de ressenti, d'émotion, on va être plutôt dans un comportement qui va être émotionnel. Donc féminin. Si tu veux, on se pose sur des concepts de psychothérapie. D'accord? C'est pas, on n'est pas en train de dire que c'est bien ou mal. D'accord? Juste le truc, c'est la constatation, aujourd'hui, comment c'est. Alors, bien sûr, toi, tu vas aller bosser ton truc féminin, masculin, et tu as une opinion là-dessus. Mais si, j'aimerais qu'on le regarde d'une manière beaucoup plus large. Quand tu te promènes dans la rue, tu vois bien qu'il y a des comportements qui sont bien féminins quand même, et d'autres comportements qui sont masculins.
j'aimerais qu'on puisse élargir le débat, tu vois, dans ce sens-là. Lui a un comportement très féminin, par exemple. Très, très féminin. Et moi, j'ai un comportement très masculin. C'est-à-dire que pour aller dedans, c'est plutôt moi, tu vois. Alors que lui va vachement apaiser les choses. C'est des comportements qu'on prête aux femmes et qu'on prête aux hommes, qui ont été posés comme ça. Et bien sûr, c'est en train d'évoluer. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, puisqu'on est dans une phase où il y a une modification, c'est sachant que nous, en tant que femmes, de manière générale, on a quand même des comportements qu'on maîtrise beaucoup plus que d'autres. Comment on fait pour permettre à l'autre de lui enseigner un comportement différent, s'il a envie, évidemment, hein, s'il est dans la demande, et inversement avec les hommes. Dans la scission qu'il y a eu pendant 2000 ans, avec un patriarcat qui s'est imposé, chacun des deux, les hommes et les femmes, on y a trouvé un avantage à cette éducation, à cette forme. Dire que les hommes ont opprimé les femmes pendant 2000 ans serait aussi faux que de dire que les femmes aujourd'hui opprimeraient les hommes. Alors, on a des problèmes de communication. Quand je dis c'est faux, hein, alors vous allez me dire mais si, hein, je vous jure. Oui, mais en même temps, chacun y a trouvé une forme de compensation. Aujourd'hui, on va dire, je vais vous donner un exemple avec vous, mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de liberté chez les femmes. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, entreprendre, etc. Et quand vous demandez, vous faites un sondage et vous demandez aux femmes qu'est-ce qu'elles veulent dans la vie, c'est rencontrer le prince charmant. Donc on est bien d'accord qu'on est encore dans un truc où, de toute façon, quoi qu'on fasse, quelle que soit la guerre qu'on se fera les uns et les autres, il y a quelque chose de naturel, je vais reprendre ce mot-là parce qu'il avait l'air de t'énerver, mais d'un coup il me semble juste, quelque chose de naturel dans le fait que les hommes et les femmes ont envie de se rencontrer, parce que l'un et l'autre, c'était ce que je voulais finir de dire tout à l'heure, c'est que l'un et l'autre, dans nos comportements, même s'ils sont névrotiques, on a quelque chose à apprendre grâce à l'autre et il a quelque chose à apprendre grâce à nous. Depuis 4 ans qu'on se connaît, j'ai acquis beaucoup plus de sérénité dans mon masculin en regardant comment elle fait, pas en copiant, mais en regardant comment elle fait, et elle a appris à accepter de rentrer dans l'émotion en regardant comment je faisais. Et je n'aurais pas pu apprendre sans elle, elle n'aurait pas pu apprendre sans moi. Mais il a fallu plein de choses, plein de rencontres avant, d'autres gens avec qui j'ai vécu, pour me rendre compte que finalement, moi, j'étais persuadé de savoir pour moi, et que l'autre devait être d'accord avec moi, et l'autre pensait la même chose que moi. C'est au moment où je me suis dit, mais attends, mais si j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, si j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, c'est parce que l'autre, dans ce qu'il fait, dans la façon qu'il a de faire les choses, il y a quelque chose de juste. Pas tout, hein, mais il y a quelque chose de juste dans ce qu'il fait. Et j'ai, moi, à apprendre de ça, pour que je puisse devenir complémentaire. Parce que sinon, évidemment, on peut toujours croire que on est arrivé à une forme de panacée personnelle, où au bout d'un moment, dans les relations de couple, hein, on finit par avoir l'impression que nous, on sait comment il faut faire, que nous, on sait comment il faut réagir, que nous, on sait comment il faut ressentir, et que l'autre, il est complètement à côté de la plaque. Mais si on est capable de regarder que l'autre nous permet de regarder l'autre côté de la pièce, et que c'est quand il y a deux faces qu'on appelle ça une pièce, et que donc l'autre, il a aussi raison de son point de vue, et que d'un coup, l'autre, en regardant l'autre vivre ce truc-là, on est capable de regarder que des deux côtés, il se passe quelque chose, et que c'est la même, mais sur l'autre face, d'un coup, ça devient juste. Il y a énormément d'hommes qui se préoccupent de la condition de la femme. En tant que thérapeute femme, je reçois énormément d'hommes. C'est 98% de ma patientèle est masculine. Pendant qu'il y a eu le mouvement MeToo, ils arrivaient tous complètement déphasés en disant mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Elles ont raison, c'est pas normal, c'est le gars qui agresse, c'est ci, c'est là. Il y a quelque chose dans notre comportement à changer. Et il se posait véritablement la question de qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement parce que j'ai l'impression de rien faire de mal. Les 3/4 de ces hommes-là sont en couple, et quand ils posaient la question à leur épouse à la maison, bah là, dehors ça gronde, mais toi qu'est-ce que t'en penses?
La nana en face, elle répondait « Non, moi ça va ». Il y a une vraie problématique ici chez nous les nanas, c'est qu'on n'exprime pas. On va exprimer quand on est en colère. Quand on est en colère, on va leur rentrer dedans en leur disant ça et ça va pas, nanana. Mais au quotidien, on n'exprime pas ce qu'on veut. On ne dit pas ce dont on a envie. On ne dit pas à notre compagnon, là aujourd'hui il y a quelque chose qui m'a dérangé sur tel et tel point, ce truc-là ça me plaît pas. On a énormément de mal à communiquer avec les hommes. Et ça c'est un truc qui est très ancré quand même. Hein. C'est la peur de l'homme, hein. Elle est quand même ancrée. Et cette capacité, et cette capacité à dire, je crois que c'est un pas à faire, un pas à travailler. C'est-à-dire que plutôt que de dire « je suis la victime qui réagit comme ça, moi, mon Dieu, non », comment on fait pour récupérer sa responsabilité de « ça m'arrive parce que j'ai pas dit ce que je voulais ». Je suis sexothérapeute. Je suis sexothérapeute. Dans la sexualité c'est un truc qui est magique, hein, parce que c'est vraiment la représentation de notre manière de réagir les uns avec les autres. La sexualité, de manière générale, encore une fois, si on s'éloigne du truc, c'est l'homme qui fait l'amour à la femme. Vous connaissez beaucoup de femmes, et vous-même, dans vos relations sexuelles, est-ce que c'est vous qui faites l'amour à l'homme? Est-ce que vous lui dites ce que vous aimez? Comment il doit faire? Dans quelle position ça doit se passer? S'il doit vous caresser doucement ou fort? Non. L'homme fait l'amour à la femme. Et on attend, nous les femmes, qu'il le fasse correctement. On ne sait pas s'exprimer. On a peur de s'exprimer, on a peur de dire ce qu'on veut. Et ça... L'homme ne demande pas non plus. Comment? Inversement, l'homme ne demande pas non plus. Hein. Mais parce qu'on part tous du principe qu'on sait faire. Hein. Mais, bien sûr. On a tous support sur l'ordinateur si on veut. On croit tous que faire des allers-retours. Ouais, mais on croit tous que faire des allers-retours ça suffit. Et quand la nana on lui demande alors heureuse et qu'elle fait ouais, nous on se dit bon ben ça va, moi de toute façon je m'en fous, j'ai joui. Donc c'est un peu ça quoi. Le gars qui dit à sa femme alors toi qu'est-ce que t'en penses? Elle fait non moi ça va. C'est ouais, c'était bien. En gros, c'est ça. Tu voulais parler? Oui, je voulais témoigner parce que j'avais assisté à une conférence très intéressante où ça m'avait posé plein de questions justement sur le relationnel homme-femme et le conditionnement à travers les âges. En fait, c'est vraiment toute une histoire. C'était une conférence sur les lettres que s'envoyaient pendant la Grande Guerre. Les femmes restaient à la maison, puis les hommes qui étaient sur le front à la guerre. Et du coup, il y avait des correspondances où la femme devait reprendre la gestion d'une usine ou de l'entreprise familiale. Et elle écrivait à son mari qui était à la guerre... Écoute, j'assure, mais c'est vraiment pas mon rôle, je suis pas à ma place, etc. Et je trouvais ça frappant comme... est-ce que c'était parce que elle était tellement conditionnée qu'en fait elle se posait pas la question? Regarde, si on fait un sondage, il y a un maximum de filles ici. Okay, donc on se plaint toutes qu'on n'a pas le salaire égal aux hommes. D'accord? Qui aimerait être plombier? Là, dans la salle. Qui aimerait être maçon? Là, dans la salle. Qui aimerait avoir un boulot d'homme? On est très peu. On est très peu. Dans ce cas-là, c'est juste, c'est pas une critique. Hein. C'est juste de regarder à l'intérieur comment c'est foutu. À l'intérieur, ce truc-là n'a pas encore bougé chez nous. Mais oui, tu vois ce que je veux dire? Moi-même, je travaille dans les travaux publics. Donc autant dire, c'est vraiment un milieu très masculin. Et ça fait moins de 10 ans que je travaille, donc c'est quand même assez restreint. Mais depuis le début que je travaille jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, il y avait très peu de femmes, on te regarde comme ça, les blagues machos, les trucs, ça y allait quoi. Puis au fur et à mesure, de plus en plus de femmes, et les hommes acceptent aussi bien sûr qu'ils acceptent qu'on puisse s'insérer dans ces milieux-là et qu'on est compétente. Et qu'on Pour moi, c'est une fausse croyance de penser que les hommes n'acceptent pas. Non, mais il y a je rencontre beaucoup plus d'hommes qui sont prêts à accueillir les femmes que des hommes qui sont contre les femmes. Et ça prend le temps aussi. Parce que les femmes doivent accepter aussi d'y aller. S'imposer. Elles doivent accepter d'entrer dans des milieux d'hommes et d'accepter finalement de leur faire leur éducation. Parce qu'on se plaint toujours que les hommes ils sont comme ci ou comme ça, mais c'est pas les pères. Enfin, j'ai 45 ans, c'est pas mon père qui m'a éduqué, hein, c'est ma mère. Alors même si aujourd'hui il y a de plus en plus de pères qui
ont une part active dans l'éducation des enfants. Mais tout ce qu'on reproche aux hommes d'avoir fait pendant 2000 ans, c'est les mères qui ont aussi, d'une certaine façon, donné l'autorisation à l'homme d'avoir ce comportement-là, qui ont finalement... j'ai rencontré beaucoup de femmes et j'ai beaucoup de patientes où parfois elles viennent me voir en me disant qu'elles se plaignent du comportement de leur mari. Et quand je les vois interagir avec leur petit garçon, je me dis, mais là, tu es en train de lui demander d'avoir le même comportement que son père quand il sera grand. Tu es en train de castrer le grand et de rendre tout puissant le petit. Et tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Et je crois que c'est une vraie responsabilité, ça, en tant que femme et en tant que mère, de redonner ce pouvoir-là, non pas de le donner de façon toute puissante à l'enfant, mais de le donner au père, pour que ensuite le garçon, lui, puisse vivre, alors je vais vous faire du freudien, mais puisse vivre une vraie castration du père, pour qu'il puisse ensuite venir être complémentaire avec la femme, et pas avoir ou alors peur d'être toute puissante et donc de se castrer et de rencontrer des femmes qui vont le castrer, ou alors de vouloir être tout puissant et de vouloir écraser les femmes constamment. Je crois qu'il y a ça se joue vraiment sur l'éducation. Hein, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, on a peur de perdre nos privilèges quand même. Et si on regarde, on a quand même des privilèges en tant que femme. Il y a 2 pays dans le monde où la femme est quasiment à l'identique en haut du panier avec les hommes dans le milieu professionnel. C'est l'Islande et le Rwanda. Le Rwanda parce qu'il y a eu la guerre, il n'y a plus d'hommes. Donc voilà, est-ce qu'il faut en arriver là, les gars? Vous êtes d'accord? Non. Bon, voilà. Et l'Islande parce qu'ils ont autorisé le congé parental pour les hommes. Ils ont rendu obligatoire. Rendu obligatoire le congé parental pour les hommes. En rendant le congé parental obligatoire pour les hommes en Islande, les hommes prennent le congé parental. Ce qui se passe, si vous voulez, quand vous rentrez dans le milieu du travail, on a 25-30 ans, on rentre dans le milieu du travail et puis ça commence à travailler, là les hormones, on veut un gosse. Donc on a des enfants et pendant la période où on a les enfants, le mari continue de monter sur l'échelle sociale et la femme pas. Donc quand elle va recommencer à travailler, elle la ramasse. En autorisant le congé parental pour les hommes, il y a une vraie parité qui se met en place. Mais est-ce que ce truc-là, le fait de lâcher le bébé là et de dire à papa de s'en occuper, est-ce qu'on est OK avec ce truc-là? Il y a un vrai changement de mentalité à mettre en place. Hein. Il y a un vrai changement de mentalité à créer. Il y a un vrai copartage à créer entre les hommes et les femmes, je pense. Et ce truc-là, de mon point de vue, ne peut pas arriver en étant contre. Quand on fait la guerre à un pays, ce qui se passe, c'est que le pays à qui on fait la guerre va réagir par la guerre. Vous attaquez, il se défend. Après ça c'est mon avis, mais cette histoire de guerre, on n'a jamais vu des privilèges qui apparaissaient comme ça de bon matin parce qu'ils disent au final on va leur donner le même salaire. Je suis d'accord avec toi. Il y a quand même une notion de lutte qui est importante. Et en ce qui concerne l'égalité justement vis-à-vis de la parentalité, cette histoire de lâcher le bébé, je pense qu'il y a énormément de femmes qui subissent aussi la maternité dans justement cette approche de on nous laisse toutes seules avec l'enfant au bout de 11 jours, parce que 11 jours pour un père c'est facile, après il retourne au boulot. Et justement, est-ce que c'est pas l'histoire de la fée la poule? En donnant plus de temps et en permettant aux hommes de prendre leur place de père et de ne pas retourner au boulot parce qu'il faut aller bosser 45 heures par semaine et puis ramener les soins à la maison. Il y a tout un déséquilibre. Je vais te raconter une chose. J'ai 3 enfants. Il y a 2 ans, on fait une banqueroute. Et donc on se retrouve un peu dans la galère tous les deux. Et mon ex-mari gagne très très bien sa vie. Je me retrouve là avec mes 3 gamins, j'ai plus de thunes. Je me dis merde, c'est chaud quoi, j'arrive même plus à payer la cantine à l'école. Donc je vais le voir et je lui dis, je pense que j'ai une idée. J'aimerais bien que tu prennes le rôle de la maman. Prends les enfants avec toi, 2-3 ans, histoire que je me refasse. Et occupe-toi des gosses. Ses yeux, lui, se sont éclairés en mode waouh, jamais j'aurais pensé ça. Hein, parce que, quand même, quand il y a un divorce, le papa, on le met bien de côté, tu vois. Ça faisait 4 ans qu'il voyait ses enfants un week-end sur 2 la moitié des vacances. Donc, il est hyper content. Il prend les enfants avec lui. Vous savez ce qui s'est passé? C'est les femmes qui sont venues m'engueuler. Comment ça? Une mère, elle abandonne ses enfants? T'as pas honte? Tu pouvais pas te débrouiller? Comment ça, t'as donné les enfants à ton mari?
C'est pas à un homme de s'occuper de ses enfants, c'est à toi. Mais Ça, c'est un vrai truc qui est quand même vachement Mais ancré. c'est des femmes, hein. Non, mais c'est des femmes. C'est les femmes qui sont venues me faire des réflexions. Moi aussi, j'ai vécu des violences données par des femmes, mais il y a des femmes qui sont antiféministes aussi. Et c'est aussi une construction sociale. Je regarde juste comment c'est foutu, voilà, justement dans la construction sociale. Tu vois, je dis pas que vous, là, si vous êtes là, de toute façon, c'est que vous avez envie de faire bouger les choses. Sinon, vous ne seriez pas venus. D'accord? Maintenant, si on regarde dans quelle société on vit et quelles sont les choses à mettre en place, c'est pas facile. C'est pas facile. Dans mon cheminement, ce truc-là, ça a été un truc hyper difficile pour moi. Hyper difficile de tenir bon et de dire non. Moi, je pense que j'ai pris la bonne décision. Ça a été hyper difficile de ne pas ressentir de culpabilité. Ces femmes-là m'ont fait culpabiliser. J'étais une mauvaise mère. Dépasser la culpabilité. C'est venu de femmes. C'est des femmes qui m'ont fait la réflexion. Je suis bisexuelle. D'accord? Je parle à mes enfants de ma sexualité. Bisexuelle, et on est dans quelque chose qui est plutôt ouvert sur la liberté des échanges. Ma mère est allée porter plainte au commissariat pour dire qu'il fallait m'enlever mes gosses. Parce que j'aime les femmes. C'est quand même des trucs qui sont encore vachement posés dans la structure, dans la société. C'est compliqué de faire bouger les choses. Faire bouger les choses demande du courage. Ça demande vraiment de la détermination. Et cette détermination-là, il faut qu'on aille regarder comment elle est foutue, quelles sont les contraintes à l'intérieur, comment ça fait mal dedans, comment c'est difficile de tenir bon. Il y a des jours où je me suis dit, c'est bon, stop, j'arrête là, c'est trop dur. C'est hyper compliqué. Quand ta gamine de 8 ans, elle vient te dire, tu sais, les gens pensent que c'est toi qui devrais avoir la garde, que tu nous as abandonnés. Hello, qui c'est qui t'a dit ça, s'il te plaît? À un papa, on lui dit pas, hein, t'as abandonné tes enfants parce que c'est la maman qui a eu la garde. Ce truc-là demande à faire... La société doit changer, c'est un fait. Comment on peut la changer? Comment on récupère sa responsabilité? Comment on va chercher du courage? Comment on trouve de l'aide avec d'autres femmes, avec des hommes qui sont là pour pouvoir nous maintenir, nous permettre d'être? C'est ça, comment on va bosser les uns avec les autres? Comment on s'autorise les uns et les autres à être forts, mais à être fragiles aussi? C'est compliqué aussi pour un père. Il y a plein de choses qui sont comme ça, où c'est intéressant. Moi, dans cette aventure-là, par exemple, le fait de donner les enfants à mon ex-mari, de lui demander de prendre la garde, le premier week-end où j'ai eu mes gosses, et que le dimanche soir, je lui ai ramené, j'étais en vrac, hein. Depuis qu'ils étaient nés, ils étaient avec moi, quoi. Donc, j'étais en vrac complet, quoi. Il me voit, il voit dans quel état je suis. Il me dit, t'inquiète pas, ça passe au bout d'un moment. Puis il me dit, non, ça passe jamais. Mais lui, ça faisait 4 ans qu'il supportait ça. À aucun moment, je lui ai demandé s'il le vivait bien. À aucun moment, je me suis posé la question, parce que c'est normal. Ça doit fonctionner comme ça. Dans la société, si on regarde le truc de l'extérieur, ça doit fonctionner comme ça. Quand il y a un divorce, les enfants vont avec la maman, vont pas avec le papa. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si les papas sont heureux ou pas? Non, rien à foutre. Tout à l'heure, dans la sémantique, parce que ce n'est jamais que de la sémantique, quand on a dit qu'on n'allait pas avoir un discours féministe mais humaniste, c'est juste parce qu'on colle des étiquettes, hein, d'accord? Et comme chacun a besoin d'une étiquette pour savoir dans quel tiroir il va trouver l'autre, on a mis des étiquettes. Mais au fond, quelle que soit l'étiquette qu'on ait envie de donner, je crois que tout ce temps qu'on est, on a envie que les choses s'améliorent. Notre discours, on essaye qu'il soit le plus juste possible pour que, dans ce qu'on a envie de réfléchir, dans ce qu'on a envie de changer, chacun, que ça puisse être faisable. Et on ne peut pas avoir envie de changer quelque chose qui soit en dehors de soi. Vouloir sauver les ours polaires, par exemple, en France, c'est un petit peu compliqué. Ils ne sont pas là. Alors, sauf si, quand on veut sauver les ours polaires, on accepte d'aller avec Greenpeace et puis de faire des choses, etc. Sinon, faire des pétitions, par exemple, c'est sympa, mais on sait très bien que ça ne va pas servir à grand-chose. Pour les ours, peut-être que au lieu de, là où je suis, m'occuper des ours, peut-être regarder qu'est-ce que symboliquement ça vient dire pour moi que la banquise fonde et que les ours disparaissent, et comment moi
je vais pouvoir travailler avec cette symbolique-là pour la ramener dans ce que je suis, dans mon quotidien, et de faire bouger des choses là où je suis, en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant que personne qui habite en France, qui fait tel métier, qui vit avec telle personne, qui a telle croyance, qui a telle envie de vivre des choses de telle ou telle façon. Et si on arrive à faire bouger des choses, si on arrive à faire bouger des choses dans son environnement proche, avec sa famille, ses amis, ses collègues de boulot, la ville dans laquelle on vit, etc., si on arrive à faire bouger petit à petit les choses, à un moment donné, on va finir par faire une onde de choc qui va faire que ça va se propager. Si chacun d'entre nous récupère la responsabilité plutôt que de demander aux autres de changer. Parce que vous avez tous Facebook, parce que c'est comme ça que vous avez vu la conf. On a tous à peu près le même Facebook, je crois. Hein. Moi, sur le mien, il y a des gens qui vous parlent d'amour, mais si vous n'êtes pas d'accord avec un post qu'ils ont fait, d'un coup, vous voyez bien que derrière l'amour, il y a un peu de haine aussi qui est distillée. Puis vous avez les gens qui se plaignent. Alors, il y a les gilets jaunes d'un côté, puis il y a ceux qui sont pour les CRS de l'autre. Il y a ceux qui sont anti-Macron, puis il y a ceux qui sont pour Macron, mais ceux-là, on ne les voit pas trop. Et on est toujours en train de demander à l'extérieur de bouger quelque chose, de faire quelque chose. Mais à quel moment je vais récupérer cette responsabilité-là, moi, de faire en sorte que dans ma vie, là où je suis aux manettes, là où je suis au volant, je puisse choisir d'aller à droite ou à gauche. Dis-moi. Mais ce que j'entends dans votre témoignage par rapport à vos enfants, moi ça me rappelle mon expérience typiquement avec le TP. Je trouve que ça demande beaucoup de persévérance, quoi. TP, c'est travaux publics. Le fait que j'étais pas du tout acceptée sur les chantiers, c'était vraiment par rapport à ces codifications hommes-femmes. Comme là, on entend bien, c'est vraiment quoi, mais c'est improbable. T'es une femme, tu dois avoir tes enfants. Casser les codes, et ça demande tellement de persévérance, de courage et de pas baisser les bras, mais il y a des moments où. Si tu veux, c'est quand on parle de récupérer sa responsabilité, c'est exactement ça. Je pourrais me plaindre, me dire mon Dieu, mais l'extérieur ne me comprend pas. C'est moi qui ai fait le choix. Et comment j'assume mon choix. Et dans la difficulté qu'il y a à assumer un choix, comment je trouve de l'aide, comment je trouve de l'écoute, comment je me mets en marche, et comment même parfois je peux renoncer aussi si c'est trop difficile. On est des humains et on est traversé par nos émotions. On a le droit aussi de rebrousser chemin. On a le droit aussi de dire ben non, là c'est trop dur pour moi, je ne peux pas y aller. Le but n'est pas de pousser au cul tout le monde. Le but est de regarder quelles sont nos contraintes, quelles sont nos envies et quelles sont nos contraintes. Et il y a quand même des contraintes qui sont là et qui sont posées. Il y a quand même des choses que j'entends encore dans la rue, quoi. On dit à une petite fille ou à un petit garçon, tu ne dis pas bonjour au monsieur, jamais à la dame. Ça crée des enfants qui grandissent et qui ont peur des hommes. On est toutes des filles à qui on a dit de faire attention aux hommes. Au lieu d'avoir un discours qui nous permette de juger l'humain en fonction de ce qu'il est. Des bons et des mauvais, il y en a chez les hommes et chez les femmes. Comment on change ça ? Comment on change ça, d'où on en est aujourd'hui? Je pense qu'on le change en récupérant cette responsabilité de savoir ce qu'on a envie de faire demain. Comment on crée notre demain? C'est vrai que c'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'imagine bien comment ça doit être difficile pour toi dans ton boulot. Un homme qui veut parler. Lequel? Non. Oh. T'avais levé la main? Plusieurs reprises, vous parlez de reprendre la responsabilité. Tu peux parler un tout petit peu. À plusieurs reprises, vous parlez de reprendre sa responsabilité, de se changer soi-même, etc. Mais j'ai l'impression que vous demandez un peu de se déconditionner à un claquement de doigts pour être capable d'exprimer son désaccord avec son propre conditionnement, alors que ça se passe quand même en plusieurs étapes. Déjà, il faut se rendre compte qu'on est conditionné, ensuite il faut comprendre son conditionnement, et ensuite il faut pouvoir le modifier. Exactement. Et du coup, d'autant plus de demander ça à une personne qui souffre le plus de ce conditionnement, donc en l'occurrence les femmes. Je trouve que c'est un peu rare. Les hommes souffrent autant de ce conditionnement que les femmes. Non, mais là on retourne sur le rôle de la victime et du bourreau. C'est exactement ça. Si tu veux, le but n'est pas de demander de changer.
Le but est de regarder l'état des choses. Il n'y a pas de changement, on s'en fout, on est déjà la meilleure version de nous-mêmes. Le but est pas d'être quelqu'un d'autre demain. Le but est de regarder aujourd'hui, dans ma vie, moi, de tous les jours, et chacun dans la sienne, où j'en suis. Où j'en suis aujourd'hui. Quels sont mes freins, quels sont mes désirs. Il n'y a pas de changement obligatoire à avoir. Il y a juste regarder où est-ce qu'on a posé des barrières, si elles nous vont ou si elles ne nous vont pas. Il y a des personnes qui sont très contentes d'être dans le conditionnement de... moi, je connais des nanas, leur rêve, c'est d'avoir un mari, des enfants, une maison et de ne pas travailler. Hein. Et pourquoi elles changeraient, quoi? On s'en fout. On s'en fout. Mais on s'en fout. Pourquoi leur demander de changer si c'est ce qu'elles veulent? Tu vois ce que je veux dire? C'est de savoir comment elles en arrivent à ça aussi. On s'en fiche. Mais si elles sont heureuses, si elle est heureuse comme ça. C'est un truc global en fait. Oui, il y a 150 ans, peut-être aussi, elles étaient heureuses d'être dans leur maison, à se faire chier toute la journée et à pas aller au champ. Mais en fait, après, on leur a dit, vous avez le droit de le faire. Elles se sont posées des questions. Bien sûr. Donc, il y a des choses qui avancent parce que, on est, comme tu disais, il faut apprendre à se à voir les choses de façon plus globale, à voir d'où ça vient, tout ça. Et il y a aussi un truc qui m'a choqué dans ce que tu dis, c'est, tu dis les petites filles, elles ont peur des hommes. Alors moi, je suis désolée, moi j'avais peur des personnes, et quand je suis devenue adolescente, par contre, j'ai commencé à avoir peur des hommes. Mais pour des raisons un peu différentes. C'est de se faire suivre, etc., de changer de trottoir. La question, c'est pas de dire aux filles de plus avoir peur des garçons, parce que nous, on aimerait bien ne plus avoir peur des garçons, c'est de dire aux garçons, si tu te comportes comme un connard, mon fils, forcément les filles elles vont avoir peur de toi. À quel moment j'ai eu un discours qui était différent de celui-là, s'il te plaît? Moi j'ai entendu exactement le contraire. Tu parles de récupération, qu'on doit récupérer notre part de responsabilité. Mais en fait c'est des choses sur lesquelles les femmes on n'est pas responsables. Je suis désolée. Oui, mais là parce que là t'entends coupable. Et j'ai dit au départ, il n'y a pas de coupable là-dedans. Oui, non, mais il y a forcément, il y a des différences. On est plus victime, malheureusement, encore aujourd'hui, malgré tous les efforts, tous les progrès qu'il y a, on est quand même plus victime. Et il y a quand même un truc qui est gênant. On ne peut pas prendre tout le temps notre part de responsabilité, dans le sens où, il y a, comment dire, tous les efforts que tu veux faire, tu vas te retrouver avec des barrages énormes, en fait, en étant juste parce que tu es une femme. Et alors? C'est problématique. Et alors? Et tu vois, c'est là où on en revient tout à l'heure sur le masculin et le féminin. Pourquoi? Parce que les barrages sont là, tu es une femme, et donc tu ne vas pas dépasser le barrage parce que tu es une femme. Tu as un comportement féminin, s'il te plaît. Tu as un comportement féminin, donc tu ne vas pas dépasser le barrage. Pose un barrage devant un mec, il va le dépasser. Et c'est là comment on peut récupérer quelque chose de masculin, comment on peut apprendre aussi du mode de fonctionnement des hommes. Sur la question tout à l'heure, sur le fait de ne pas avoir les mêmes droits, le même droit de parentalité, etc., tu le dépasses comment en fait ça si les lois ne changent pas? Tu restes là. En France, les hommes ont le droit au congé parental. Non, mais pas, on sait très bien que ça ne fonctionne pas de la même manière. Mais tu as besoin d'une loi pour obliger ton mec à rester à la maison, à s'occuper de ton fils? Financièrement parlant, oui, financièrement. Non, mais elle existe. Non, mais financièrement. Elle existe la loi, d'accord? La question est de savoir pourquoi on ne leur demande pas. Pourquoi on ne demande pas au mec de le prendre le congé parental au lieu de le prendre nous? C'est évident que les lois font avancer les mentalités quand même. Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Si tu veux, c'est un petit peu plus fin, quoi. C'est souvent d'avoir accepté. Et alors, comment tu choisirais les familles? Vous, dans cette famille, c'est la femme qui va prendre le congé. Dans cette famille, c'est l'homme qui va prendre... Tu peux pas. Tu comprends? Par contre, ça passe par un vrai dialogue entre les hommes et les femmes. Tu peux pas faire une parité homme-femme. Ça passe par un vrai dialogue. Il y a des femmes qui vont avoir envie de rester à la maison. Il y a des hommes qui vont avoir envie de rester à la maison. Il y a des couples où il va falloir qu'ils discutent, qu'ils se mettent d'accord comment on fait pour échanger ensemble. Ça passe par de la communication. On peut modifier les choses si on se met à... On peut modifier les choses si on se met à communiquer entre nous. Un détail là tout à l'heure sur l'exemple en Islande, j'ai peut-être pas compris bien, mais là-bas ils ont obligé les hommes à prendre le congé. Ouais. Donc là, c'est pas parce que là, c'est une obligation de la loi. C'est une obligation de la loi, oui, non mais d'accord. Mais ils ont le choix.
Moi, les femmes ou les hommes peuvent le prendre. Quand je parle de responsabilité, je reste toujours à titre. Oui, c'est pas que les hommes qui le prennent. Les hommes et les femmes peuvent le prendre. C'est obligatoire. Mais comme il est obligatoire, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un enfant, ils ont posé le congé parental obligatoire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre un congé parental. Démerdez-vous, celui qui veut le prendre, il le prend. Et là, il y a une vraie discussion en Islande parce que cette loi-là, elle est partie du fait de la question sur les salaires. Oui, donc il y avait un vrai investissement des hommes aussi qui étaient d'accord pour ce truc-là, tu vois. Mais à salaire non égal, celui qui a le plus petit salaire... Oui, mais à salaire... Là, ils ont vu en Islande qu'à salaire égal, les hommes et les femmes, quand je parle de salaire égal, c'est-à-dire de compétences égales, d'études égales, d'années d'études égales, les hommes et les femmes jusqu'à l'âge de 28 ans avaient le même salaire. Et à partir de 28 ans, l'écart commençait à se creuser parce que les hommes, eux, continuaient à aller travailler et donc ils avaient des promotions entre 28 et 32 ans, c'est là où il y a le plus de promotions. Et à cet âge-là, c'est l'âge auquel les femmes, elles restent à la maison pour s'occuper des enfants. Et donc quand elles reviennent dans le marché de l'emploi vers 32 ans, elles arrivent avec une disparité. Ils se sont rendus compte que c'était pas... c'est le fait que les femmes restent à la maison qui faisait qu'il y avait une disparité ensuite sur toutes les années d'après. Parce que les hommes, après eux, ils bossaient 12 heures par jour s'ils voulaient, alors que les femmes étaient obligées d'avoir des journées qui étaient moins importantes. Et ils se sont rendus compte qu'en obligeant les hommes à prendre des congés parentaux, ils mettaient à égalité le foyer, où ils étaient obligés d'aller négocier l'un avec l'autre pour savoir qui allait prendre le congé, quand et comment, pour que justement ils puissent diminuer ces écarts-là. Mais la loi n'a fait que obliger finalement les deux humains qui avaient envie de partager leur vie ensemble et d'avoir un enfant. La loi les a obligés à communiquer. Mais à quel moment, là, dans ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous dire faites autre chose que communiquer? Est-ce qu'on est en train de vous dire, justement, est-ce qu'on vous dit autre chose que arrêtez d'attendre que les lois vous obligent à vous comporter de telle ou telle façon? Justement, si vous êtes capable avec votre conjoint ou votre conjointe de pouvoir avoir une discussion avec lui et de dire de quoi vous avez envie, de quoi vous avez peur, qu'est-ce qui vous oblige, vous, individuellement, chaque personne, à pouvoir jouer ce truc-là? Je m'intéresse depuis très longtemps à la maternité en Scandinavie. Donc c'est un sujet vraiment qui m'intéresse et que je connais un petit peu. Il y a aussi des différences en Islande en particulier par rapport à ça, c'est que tous les systèmes de garde du bébé et du jeune enfant sont gratuits. Et ça c'est un petit détail aussi qui a son importance. Parce que justement, il n'y a pas de question, comme elle disait tout à l'heure, de c'est la daronne qui va rester à la maison parce que c'est celle qui gagne le moins, donc pour subvenir aux besoins du tout le foyer, ça va être l'homme. Quand il y a déjà plus cette notion du coup d'argent aussi, ce discours-là, il est hyper simplifié. Mais alors après c'est vrai que nous on ne peut pas faire de politique parce que c'est pas notre rôle et puis en plus moi je... Oui mais du coup il y a tous ces facteurs, il faut les prendre, en compte. Mais je suis d'accord avec toi. Et ça fait longtemps qu'ils sont dans des démarches hyper féministes et les hommes ont été élevés par des féministes et comme eux-mêmes ont été élevés par des hommes, etc. Là en ce moment à ce jour en Islande c'est fluide, non, mais on est d'accord. C'est évident pour eux, leur père a déjà pris des congés parentaux donc... Ouais, mais ça c'est encore autre chose. Mais on est d'accord que le système politique en place va permettre de façon plus ou moins fluide de faire bouger les choses. Mais on peut pas avoir un discours politique parce que sinon on va reprendre à l'extérieur et dire si les politiques nous permettaient que ça soit plus facile, on le ferait. Si on faisait que des trucs parce que c'était facile, on ferait rien, tu vois ce que je veux dire? Donc nous on revient toujours sur quelle est notre capacité individuelle à négocier avec les autres et avec l'autre en fonction de ce que c'est, tu vois ce que je veux dire? On est en France, on a un système qui est quand même plutôt sympathique, même si il y a beaucoup mieux en Islande par exemple ou ailleurs, il y a beaucoup moins bien aussi dans d'autres pays, mais comment avec ce qui est, comment je fais moi individuellement pour améliorer ma condition et comment je fais pour l'améliorer, c'est en étant capable de pouvoir communiquer avec l'autre. Il est quand même beaucoup plus simple dans un couple qui communique de pouvoir prévoir des vacances, de pouvoir prévoir un budget pour telle ou telle chose, de prévoir combien on veut avoir d'enfants, de prévoir qui c'est qui reste à la maison. Et dans un couple où ils ne communiquent pas, ce genre de truc-là, ça va se régler quoi, coup d'engueulade, une fois toutes les 2 semaines. Il y a un monsieur qui me disait tout à l'heure
ne serait-ce que pour l'histoire des vacances, en général, la réaction des femmes, c'est où tu veux. On demande finalement à l'autre de prendre la responsabilité. Ce truc-là, c'est quand même un truc qui est très ancré chez les hommes et chez les femmes, c'est-à-dire que quand l'autre prend la responsabilité, nous on se dédouane. Donc s'il se passe quelque chose de mal, c'est pas de notre faute. Ça, c'est un truc qui est quand même dans la nature humaine, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est intéressant d'aller regarder ça chez soi, au quotidien, qu'on soit un homme ou une femme. C'est-à-dire comment on se dédouane des responsabilités qu'on a à prendre au quotidien, dans chaque chose. Il y avait une question là, tout à l'heure. Tu veux vous avez répondu. Okay, ça marche. Ça marche. On peut peut-être commencer à oui, si vous avez des questions. Hello. Bonsoir. Salut. Désolée pour le retard. C'était trop une petite classe. Ouais, je t'écoute. Je sais pas comment trop formuler ma question, mais je suis tout à fait d'accord quand tu dis que... ouais, donc tu parles pas plus fort. Je suis assez d'accord de dire que le principal, c'est par exemple la femme qui veut des enfants, une maison, un mari, comme le schéma traditionnel. Le principal, c'est l'homme aussi veut. Oui, enfin, c'était dans l'exemple. Le principal, c'est qu'elle soit heureuse, mais est-ce que, avant tout, de se poser la question si elle est heureuse, est-elle consciente de sa condition de ses possibilités. Voilà, oui, et est-ce qu'elle est consciente d'avoir une autre vie et pas qu'elle soit heureuse sans avoir l'esprit ouvert auparavant. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'enseignement. C'est hyper important. Je pense que ça passe véritablement par l'enseignement des garçons et des filles. Dès le plus jeune âge, comme tu disais tout à l'heure, je pense que ça passe vraiment par un enseignement. C'est-à-dire d'expliquer et d'ouvrir les possibles et de démontrer aux petits-enfants toutes les possibilités qui leur sont offertes. Mais ensuite, si la personne décide que ce soit un homme ou une femme, si son bonheur c'est quelque chose de très conventionnel, ok. Enfin, si on lui a ouvert et qu'on lui a montré, voilà, tu peux faire ça, ça, ça et ça, et que c'est ça qu'il choisit. Mais c'est de croire, ça va aussi, tu vois, c'est parce que pour une femme, avoir des enfants, c'est le truc où il faut. Tu rencontres une femme qui dit, et il y en a assez peu, mais qui disent je veux pas d'enfant. Et genre, mais comment tu veux pas d'enfant, machin, tu vois. Puis l'autre qui dit, moi je suis pour le mariage, l'autre qui dit, ouais, mais non, te rends pas compte, enfin bref. Le problème n'est pas de savoir si, parce que c'est bien pour moi, ça doit être bien pour l'autre. Si c'est pas bien pour moi, ça doit pas être bien pour l'autre. Je pense que c'est vraiment souvent une erreur d'interprétation parce qu'on regarde le monde de là où on regarde, en pensant que parce que pour nous c'est bon, ça doit être bon pour tout le monde. Et je crois que ce qui est bon, c'est de se rendre compte que c'est toute la diversité qui va faire que ça va être harmonieux. C'est pas parce que moi je vais avoir plein de choix que je peux tout choisir. Je vais pouvoir en choisir qu'un. C'est le problème du marchand de glace. Je sais plus, j'ai vu une émission là-dessus où il y a un marchand de glace qui vend que 3 parfums de glace et à côté il y a un marchand de glace qui en vend 12. Vous allez vers celui où il y en a 12. D'accord ? Et quand vous arrivez à celui où il y en a 12, vous allez vous retrouver confronté au fait de ne pas pouvoir choisir parce qu'il y a trop de choix. Alors que vous n'avez pas envie d'aller à celui où il n'y en avait que 3. Donc là où vous vouliez avoir du choix, ce choix-là, c'est ce choix-là qui va vous dire, merde, là je sais pas quoi prendre. Excuse-moi, tu voulais dire. Je trouve que ce que vous dites, ça marcherait si on était dans un monde parfait où tout le monde avait la même éducation et qu'on offrait la même possibilité à tout le monde, à tout instant de la vie. Et donc là, effectivement, une femme ou un homme pourrait dire, en fait, je décide de suivre cette route-là qui est le stéréotype de la route d'une femme. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans une éducation parfaite et que en fait, dès qu'on est, on a une éducation genrée qui va nous amener à trouver notre bonheur dans une certaine situation ou une autre. Notre histoire de vie détermine nos choix. Avant d'avoir rencontré une femme il y a quelques années, j'étais très fier et heureux et satisfait de ne montrer aucune émotion, de rester placide en face des autres et d'être fort parce que j'avais été éduqué toute ma vie à être fort et c'était un homme doit être fort et doit être heureux d'être fort. Et tu étais heureux de ça? J'en étais heureux jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était mon conditionnement et qu'en me déconditionnant, je m'aperçoive qu'en fait c'était pas du bonheur, c'était une crise d'ego. T'as eu plein de vies en une vie.
t'as eu plein de vies en une vie. Comme tu dis, on ne peut pas faire de copier-coller. On peut pas faire de copier-coller. On n'est pas là pour dire il faut faire ou il ne faut pas faire. Encore une fois, je le répète encore une fois, c'est juste un constat global de la société, des possibilités qui peuvent être envisagées. De notre point de vue à nous, ça passe par l'observation de ce qu'on vit dans le moment, chacun d'entre nous. C'est l'observation de la difficulté ou le plaisir à vivre les choses qui va nous faire bouger, qui va nous apprendre qui on est. Moi, j'ai 2 sœurs, on est 3 filles, et on est 3 filles totalement différentes. J'ai une de mes sœurs qui est hyper catho, son truc c'est la famille, le machin, le truc, et pourtant on a eu la même éducation. C'est vraiment l'histoire, l'éducation, mais aussi l'histoire de vie, le caractère de chacun va faire qu'on va évoluer de manière différente. Moi, quand je parle de prendre conscience de soi, etc., pour elle, c'est de la connerie, mais monumentale, quoi. Et si pour vous, c'est de la connerie monumentale, ça me va aussi. C'est un point de vue qui, moi, en tout cas, me permet d'avancer et que j'ai envie de partager avec vous. C'est comme ça que je chemine. J'espère bien que si on se revoit dans 1 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, j'aurai des choses complètement différentes à vous dire. Où j'aurai compris encore d'autres trucs qui seront encore plus fines. C'est pas des choses qui sont ancrées et déterminées. Le truc, c'est juste un constat. Aujourd'hui, depuis quelques années, où on regarde comment fonctionne la société. J'ai pendant très longtemps été très féministe, où j'étais vraiment dans quelque chose où quand même, putain, les mecs, vous avez fait chier, quoi. Hein. Ça fait des années que ça serre la ceinture, les nanas, on n'a le droit de rien. Et j'étais vraiment dans une espèce de caractère où j'étais plutôt en mode Lara Croft, quoi. Les mecs, j'avais plutôt envie de le casser que de lui faire des câlins. Hein. Ce truc-là m'a beaucoup appris de moi, mais m'a pas forcément servi. Aujourd'hui, je préfère créer le dialogue. Je préfère aller regarder, moi, mes contraintes, elles sont là, toi, tes contraintes, où est-ce qu'elles sont? Et comment on peut se retrouver avec tes contraintes, avec les miennes, avec tes envies, avec les miennes? Où est-ce qu'on se retrouve? Comment on peut avancer ensemble? Et ça, je crois que c'est pas quelque chose qui est déterminé sur les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui est déterminé aussi entre les hommes et qui est déterminé aussi entre les femmes. C'est comment on va se retrouver chacun. C'est pas un a priori sur le masculin ou sur le féminin. C'est une observation de l'humain. On s'empêche d'avancer parce qu'on s'empêche de se regarder. Pendant toutes ces années où il y avait quelque chose de très masculin chez toi parce que tu avais été éduquée comme ça, etc. Moi, mon truc très masculin, c'est... On est 3 filles, hein, il n'y avait pas de garçons. Hein, donc moi, je suis la première. Mon père, il a dit, hop, toi, tu vas être le petit mec. Tu vois. Pareil, donc c'était le même truc. Évidemment que mon histoire de vie fait qu'à un moment donné, tu te dis, attends, merde, il y a quelque chose qui cloche là. Tu vois. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, tu te regardes, tu acceptes de te regarder et de regarder que tu n'es pas forcément super à l'aise à cet endroit-là. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut tous évoluer. En se regardant constamment, en regardant à quel endroit on n'est pas super à l'aise, comment c'est difficile parfois de bouger. Et de le regarder avec un regard qui soit... extérieur sympa, comme si on regardait quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas on n'a pas à se juger non plus si on n'arrive pas à avancer. On n'a pas à se juger non plus si on a peur. Il y a quelque chose qui est très commun aux femmes de manière générale. Attention, hein, je ne parle pas de toi, d'accord. Il y a quelque chose qui est très commun, c'est la peur, par exemple. Les filles sont beaucoup plus trouillardes de manière générale que les hommes. On a beaucoup plus de mal à aller au feu que les hommes. Qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, quoi. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est quand on est dans un truc où pour l'instant c'est comme ça, que d'un coup, quand on accepte cette fragilité-là et qu'elle est accueillie, qu'à ce moment-là, on peut bouger. Mais si on n'accueille pas la fragilité, c'est difficile de bouger. Oui, une question, pardon. Bah, c'était... ce que je ressens, moi, perso, c'est que j'ai du mal à discerner la différence entre mon conditionnement, on va dire, parce que j'ai conscience, je prends l'exemple par exemple du fait que j'attends d'un mec par exemple qui soit viril, qui ait ce truc là, même au lit, tout ça, et j'ai une part de moi qui sait que j'ai sûrement été conditionnée à vouloir ça, mais j'ai une autre partie de moi qui, enfin je sais pas si c'est au final
naturel quand même, que c'est quand même mon caractère qui veut ça, parce que j'ai essayé justement cet aspect différent, d'être avec quelqu'un qui soit très doux, qui soit très... Mais tu préfères. Mais j'ai vraiment ça, en fait j'ai eu un espèce de refus de ça me va pas quoi. Je crois que c'est une erreur de parler de conditionnement. Et de croire qu'on peut se déconditionner de quelque chose comme si... Comment savoir ce qui est conditionné ou qui est naturel je crois qu'on s'en fout. Tout à l'heure, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois qu'on s'en fout vraiment. C'est-à-dire qu'à 20 ans, ton conditionnement va demander à un mec de ne pas avoir d'émotion et une nana d'aimer les mecs qui n'ont pas d'émotion. Et puis ensuite, tu vas vivre 3-4 ans avec, puis tu vas te puncher, tu vois, et puis au bout de 4 ans, tu vas dire, bah merde, finalement, je préférais un mec qui soit un peu plus émotionnel. Et le mec, lui, au bout de 4 ans, il va dire, putain, je pourrais peut-être être un petit peu plus émotionnel. Et c'est pour ça que le genre de mec que tu vas rencontrer à 20 ans, à 30, à 40 ou à 50, c'est pas forcément le même homme. Et c'est pas forcément la même femme qu'on rencontre. Ça peut être la même, hein, d'accord. On peut rester avec quelqu'un pendant 50 ans si on veut. Mais on peut rester avec que si l'autre, il se modifie aussi au fur et à mesure avec toi, et que tu te modifies au fur et à mesure avec lui. Et dire qu'il y a un truc qui est conditionné et un truc qui serait déconditionné, comme si... le déconditionnement ne serait pas un autre conditionnement, je pense que c'est faux. Je pense que imaginer qu'il y a un truc, que ce soit la panacée complète, et qu'on ne soit plus du tout conditionné par rien, c'est absolument pas possible. Parce qu'on est né dans les années 1900 et des bananes, parce qu'on est en France, parce qu'il y a Internet, parce qu'on est dans une ville qui s'appelle Montpellier, parce qu'on a des amis de telle ou telle sorte. Et toutes ces choses-là nous conditionnent. S'intéresser à tel ou tel truc va nous conditionner et va nous faire avoir un langage qui va être conditionné sur ce genre de truc-là. Et on sera toujours conditionné. Alors, est-ce que, à un moment donné, je fais un peu plus ce que j'ai envie de faire parce que ça me correspond, ou est-ce que j'ai écouté papa-maman et je fais un copier-coller de ce qu'ils m'ont dit, ou de ce que je les ai vus faire? Je te dirais, presque on s'en fout. Parce que ce qui est vraiment important, c'est est-ce que quand je le fais, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce qu'en face, j'ai quelqu'un qui est d'accord avec moi pour jouer au jeu que j'ai envie de jouer? Si j'ai envie de jouer à la dinette et d'avoir un petit mari gentil, machin, des enfants bien habillés, avec des petites chaussures vernies, je les emmène à l'école et puis je dis bonjour aux mamans, machin, tout ça. Si ce truc-là me plaît, si ce truc-là me fait kiffer, si j'ai envie d'être Lara Croft et que j'ai envie de manifester, machin, si ce truc-là me plaît, comment on fait pour opposer l'un à l'autre? Il n'y a pas les opposés. Les opposés, ça voudrait dire... Il y a beaucoup de propriétaires parmi vous, des gens qui sont propriétaires et qui ont des locataires dans leur baraque. Non? La plupart, vous êtes locataires? Ok. Alors souvent, on va dire, c'est salauds de propriétaires. Mais s'ils n'étaient pas là, vous n'aurez pas d'appart. Vous comprenez? Il va bien falloir qu'il y ait des gens qui investissent dans la pierre pour que vous puissiez l'habiter. Alors, avoir envie qu'une société, elle bouge, mais vouloir la faire bouger en la détruisant, on se rend compte là un petit peu du truc. Enfin, non mais je ne parle pas de politique, c'est vraiment à l'intérieur. Est-ce que je suis capable d'accepter que les choses sont comme elles sont là, de les regarder, d'accepter que je veux les voir comme ça, pour ensuite après pouvoir les faire bouger, les faire évoluer petit à petit, de là où j'en suis. Mais si je veux tout détruire, pour reconstruire autre chose, on va arriver à l'anarchie complète et c'est pas possible. Dis-moi. Mais là, la question, je me dis, c'est plus, justement, là, je ne suis pas d'accord avec ça, et comment changer tout ça? Alors, le problème, c'est quand tu n'es pas d'accord avec quoi, par exemple? J'ai pas très bien entendu, là, ce que... Elle disait où s'arrête le conditionnement, où est-ce qu'il commence? Ce qu'elle disait, c'est qu'elle, par exemple, elle aime les mecs plutôt balèzes et qui sont très masculins. Et donc, elle s'est demandé si c'était dû à son conditionnement. Et donc, elle a essayé avec des hommes qui sont beaucoup plus féminins, mais ça ne lui plaît pas. Elle préfère avoir un mec qui soit un bonhomme, quoi. Est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce que c'est un conditionnement ou pas? On s'en fout, quoi. Si ce qu'elle vit à ce moment-là la rend heureuse. C'est un peu l'idée de se retrouver soi-même aussi. Si c'est un faux bonheur, parce que du coup, au final... Alors, oui, mais regarde, c'est mettre dans des cases. Regarde, on va reparler sexualité, d'accord? C'est mettre dans des cases.
Dans la sexualité, tu peux faire 10 millions d'expérimentations. Tu peux faire 10 millions d'expérimentations, d'accord? Tu peux expérimenter le sexe doux, tu peux expérimenter le tantra, tu peux expérimenter le sadomasochisme, tu peux expérimenter telle chose, d'accord? Tu peux expérimenter tout un tas de trucs. Qu'est-ce qui est conditionné là-dedans? Tout. Tout est conditionné. Tout. Absolument tout. Il y a des règles partout. Hein. Le problème, c'est l'identification à quelque chose. Il y a des règles absolument partout. Tu vas en club libertaire, il y a des règles. Tu vis une relation amoureuse, oui, il y a des règles. La poésie, il y a des règles. Le sadomasochisme, il y a des règles. Il y a des règles absolument partout. Tout est conditionné absolument partout. Et le souci, c'est qu'il y a des règles chez soi. C'est-à-dire que je ne peux pas justement apprécier quelqu'un de féminin parce que quelque chose qui n'est pas moi, en fait, il m'y oblige. Donc je suis positionné dans... Mais tout est toi. Je comprends pas ta question. Non, mais parce que je veux que tu reformules. Parce que si tu veux, si ça te rend pas heureux, change. Et si ça te rend heureux, qu'est-ce que ça fait? Enfin, c'est marrant parce que ce genre de truc là, tu sais, on est dans le développement personnel. Alors on voudrait être mieux que ce qu'on est parce qu'on s'aime pas. Hein. Si on s'aime, on change pas, d'accord? Bah ouais. Mais tu sais, c'est un peu l'évolution. C'est-à-dire que le poisson, là, quand il est sorti de l'eau, qu'il a commencé à se laisser pousser des pattes, puis après à devenir un animal, et puis après un singe, et puis t'as plus après, bon voilà, ça donne ça, quoi. Bon. On imagine que le poisson, tu sais, à un moment donné, il s'est dit, tiens, si j'allais voir dehors. Mais non, il n'y en a rien à foutre tant qu'il y avait de l'eau. C'est quand il y a eu une sécheresse, l'eau elle a disparu, il a été obligé de s'adapter, tu vois. Enfin, pour ceux qui ont réussi. Je crois que c'est ça le truc. Si on regarde que finalement, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, ça me rend heureux ou pas, et peu importe quelle que soit la façon qu'on a de le vivre. Si ça me rend heureux, alors ok. Si ça me rend pas heureux, alors ok, bah vas-y, viens, on change, on fait autre chose. Mais parce que moi je vis un truc qui me rend heureux et que l'autre il vit un truc qui le rend heureux, mais qui me rend pas heureux parce qu'il ne veut pas partager avec moi mon jeu, si tu veux, bah là ça marche pas. Et faut bien faire la différence. Hein. C'est si moi je joue à un jeu et j'ai envie de jouer à ce jeu-là et j'ai envie qu'elle joue avec moi, si elle veut pas jouer à ce jeu-là, bien sûr ça va pas me rendre heureux. Alors à ce moment-là, je vais négocier, tu vois. Mais on ne pourra jamais aller jouer au tennis avec une batte de cricket, tu vois, ou de golf. Donc il y a bien un moment donné, il va bien falloir choisir le terrain, le jeu, édicter des règles et regarder si on peut jouer ensemble, si on est heureux de jouer ensemble. C'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment essayer d'aller taper dans le ressenti, dans l'émotionnel. Moi, comment je vis le truc, c'est hyper important. Et je crois qu'on ne se rend pas compte, on a tendance à projeter vers l'extérieur une espèce de système de pensée qui serait identique pour tout le monde. Il y a des fois où j'avais un exemple, ça me fait penser à toi là-haut, là, je ne me rappelle plus ton prénom. Nike. C'est ça. Qui me demandait, donc, elle me disait, est-ce qu'on va parler de la publicité et de la sexualisation de la femme dans la publicité? Quand tu m'as posé cette question, ça m'a fait penser à un truc là. Il y a un groupe sur Montpellier qui s'appelle Les Biches. C'est un collectif, merci. Où donc c'est un rassemblement de femmes. Au départ, c'était un truc de femmes pour rencontrer d'autres femmes. Maintenant, les hommes sont acceptés et ça s'est vachement ouvert. On parle vachement art, culture, etc. Mais quand même, quand le collectif Les Biches se réunit, il y a quand même une grosse majorité de femmes. Et pas mal de femmes lesbiennes quand même. D'accord? Et la dernière fois, donc, je vais à une soirée. Là, on est dans un bar. Donc, les biches font une soirée. Je suis dans le bar, là, comme ça. Puis j'ai une nana que je connais qui vit en couple avec une autre femme. Et qui était là. Donc, elle était là en train de tourner en rond. Et puis, je dis, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, ah, je sais pas, je me suis fait toute belle ce soir, machin, mais j'ose pas. Alors elle avait mis un petit haut comme ça en dentelle, là, tu vois, et puis en dessous il y avait un petit débardeur.
Et puis, non, j'ose pas enlever mon pull parce que c'est trop sexy. Puis je dis, vas-y, montre quoi. Donc elle soulève son pull, elle a un petit haut en dentelle avec un petit débardeur en dessous. Et moi, je me dis, ça, c'est sexy. Vas-y, quand? Tu vois le truc? Ta question m'a fait penser à ça. C'est le regard qu'on pose sur les choses qui détermine le jeu qu'on va faire avec le corps de la femme. Aujourd'hui, on peut s'habiller hyper sexy ou pas s'habiller sexy du tout. Moi, dans ma vie, j'ai été passer un moment très Madame Classe, là, tu vois, j'avais les cheveux longs, blonds jusqu'ici, j'étais toujours perchée sur des hauts talons avec le tailleur, machin. Et on me disait, ouais, t'es trop belle, trop sexy. Puis un jour, j'en ai eu plein les bottes. Je me suis dit, c'est quoi, tu vas m'aimer pour autre chose que mon physique. J'ai pris ma tondeuse, je me suis rasé la tête, je me suis mis des sarouels. On m'a dit, ouais, t'es trop sexy. Donc, forcément, mais tu vois comme quoi. Ça dépend ce que tu vas tirer. C'est vraiment, c'est moi qui émane le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui émane ce truc-là. C'est moi qui émane le fait qu'en face on me dise waouh. Tu vois? Oui, mais je parlais plus de la mode dans le sens, l'image qui nous est donnée, la sursexualisation. Ouais, mais c'est. De la femme, oui, dans les médias. Ouais, mais regarde. Même si l'image c'est quand même toi qui vas acheter le jean, hein. C'est quand même toi qui vas acheter le jean. Regarde. Voilà, pareil. Non, mais regarde. Quoi acheter, pareil. Regarde comment t'es habillée. Ça te plaît? Moi, ça me plaît d'être sexy. Je te jure. Ça me plaît d'en jouer. Ça me plaît. Je sais très bien ce que je fais. Mais après, tu vois ce que je veux dire? Quand je m'habille sexy, je sais très bien pourquoi. Je sais très bien pourquoi je le fais. Je sais très bien pourquoi je me mets une mini-jupe, je sais très bien pourquoi je me mets des collants, je sais très bien ce que je vais chercher quand je le fais. Est-ce que j'ai envie de jouer avec ça ou pas? Alors que quand un mec me regarde, je fais pas genre, oh là là, les mecs, c'est des lourds, ils savent pas se tenir, tu vois. Je l'ai fait pour être maté, tu vois le truc. J'ai conscience que je le fais pour ça. Comment jouer? C'est sûr. Alors, il y a un autre facteur qui est hyper important dans le truc avec la publicité, c'est que c'est les mecs qui ont le portefeuille. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, quand même, il y a une vraie émancipation, une vraie autonomie financière à avoir. Il y a un vrai travail sur l'autonomie financière des femmes à avoir. On en parlait avec les congés parentaux, etc. Mais de manière générale, c'est quand même les mecs qui ont les pépettes. Donc c'est quand même eux qui vont regarder les dessous féminins au bad, là, comme ça, qui vont les acheter à leur femme, tu vois. Même si c'est elle qui en a envie, tu vois. Mais je parlais quand même plus de l'image qui est donnée de la femme et tous les stéréotypes qui font qu'on doit être comme ci, comme ça. Ouais, mais il y a la même image pour les hommes, je t'assure. Oui, c'est vrai. Il y a les mecs sur les catalogues, machin, c'est. C'est vrai. Tu sais, il y a l'histoire avec Yann Mox, là. Le mec là qui a dit que. Comment il s'appelle? Pardon. Je peux pas aimer les femmes de plus de 50 ans. Ouais. Il aime pas les nanas de 50 ans. Lui, ce qu'il aime, c'est les nanas qui ont 25 ans et surtout si elles sont asiatiques. Et t'as tout un tollé qui dit oh mon Dieu, il aime pas les meufs de 50 ans, les nanas de 50 ans. Il a dit j'ai jamais reçu autant de photos de nanas de 50 ans à poil pour lui dire t'as vu comment je suis belle. Voilà. Donc. Le truc, bon, c'est un connard. C'est un connard, ok, ça va, c'est bon. C'est devenu l'ordre petit gendre parfait. C'est-à-dire il a fait esprit, d'accord, ok. Moi, je suis pas quand tu regardes passer un mec, d'accord? Quand tu regardes passer un mec dans la rue, vas-y, tu regardes un papy ou tu regardes un mec de 25 ans? Enfin, tu vois, on fait pareil, on le dit pas, mais on fait exactement la même chose. Enfin, il y a des gars de 60 piges qui sont super canons, mais de manière générale, le mec de 25 ans a quand même plus dans la fleur de l'âge, quoi. Donc, enfin, tu vois le truc, c'est des fausses batailles, ça. Pour moi, c'est des fausses batailles. On a qu'à dire que c'est un salaud, mais toutes les nanas là, sur Facebook qui ont dit que c'était un salaud, j'ai regardé, il y en a une, il y avait 41 commentaires, il y a 41 nanas qui ont dit gna 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 gna, elles ont toutes plus de 40 ans. Les autres en dessous, elles s'en foutent. Elles sont pas encore arrivées au stade de maturité pour Yann Moix. Le truc. On essaie de sortir un petit peu du truc et de voir s'il y a d'autres questions. Ouais, je voulais juste finir avec ça. Vas-y, finis. Le truc, c'est qu'il y a un truc qui m'a vachement fait rire là quand je te parle de la publicité au bad parce que je voulais lui répondre, j'avais dit que je lui répondais. Ah, oui.
Il y a à Paris, pour Noël, ils ont mis une grosse publicité au BAD avec une paire de fesses là dans Galeries Lafayette. Et donc la commune de Paris a demandé à Galeries Lafayette de lever la publicité parce que c'était sexiste. Voilà, une paire de fesses est sexiste, donc c'est pas normal qu'on mette des paires de fesses de femmes. Voilà. Et alors, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que je suis allée, j'aime bien aller chercher moi les trucs comme ça quand ça se passe là. Et je suis allée regarder par quoi elles étaient intéressées les femmes. Qu'est-ce qui plaît aux femmes. On aime bien quand même les publicités hommes ou je sais pas les marques de sites de mecs. Voilà, d'accord. Et donc j'ai trouvé une campagne publicitaire absolument géniale. Je me rappelle plus le nom de la marque. Mais donc tu as des mecs en caleçon qui sont quand même bien, tu vois. Petite tablette, tout ça, machin, bien membré et tout. Et des photos de mecs en caleçon. Et à côté, il y a des petites phrases de femmes. Moi, les hommes, je regarde que les yeux. Moi, les hommes, je regarde les mains. Moi, les hommes, je regarde qu'ils sont intelligents. Et je te jure que toutes les nanas qui regardent la pub, elles ne regardent pas la phrase. Hein. Elles regardent le mec. Hein. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment un truc comme ça à assumer. On demande aux hommes de plus assumer qu'ils aiment des belles femmes, au lieu d'assumer nous qu'on aime les mecs, qu'on aime voir des beaux mecs. Enfin, moi, quand je vois une publicité avec un mec en slip, ça me gêne pas. Hein. J'aime ça. Hein. Et je pense que les mecs, ça les gêne pas de voir des publicités avec des nanas en culotte. Hein. Et nous, ça nous fait quelque chose, ça leur fait un truc à eux, qu'il y ait des mecs en slip sur des trucs, sur des affiches publicitaires. Pourquoi ça nous gêne? Enfin, tu vois, il y a quelque chose que je trouve pas logique dans ce truc-là. On veut tout être belle, on veut tout être regardé, mais on veut pas que les hommes nous regardent, alors que c'est complètement débile, c'est exactement ce qu'on veut, quoi. Le fondement quand même des rencontres entre hommes et femmes, c'est quand même la reproduction, quoi. On a envie d'être regardé et de plaire. Donc... Oui, il y avait une question là, vas-y, tu vois. Oui, je t'écoute. J'écoute tout à l'heure, et en fait, j'écoute tout à l'heure, et moi ce qui me dérange un petit peu, c'est que je fais la distinction entre... Je pense que ce qui lui ressort depuis tout à l'heure, c'est un besoin de reconnaissance aussi. Et ce qui me fait bizarre, c'est que c'est extérieur. Et on parlait tout à l'heure, on disait qu'en gros, il fallait aller à l'intérieur de soi pour comprendre et discuter ce côté masculin et féminin. Et là, j'ai l'impression que tout à l'heure, le dialogue, c'est vraiment plus quelque chose qui est en extérieur qu'en intérieur. Alors, la reconnaissance de quoi, par exemple? Je sais pas, par exemple, les femmes cherchent la reconnaissance des hommes, les hommes cherchent la reconnaissance des femmes. Là, on est dans la publicité, c'est quand même quelque chose qui nous est plus égaux qu'un aspect intérieur. Donc, on est encore une fois plus dans le masculin pour grossir. Le masculin, le yin, le yang, c'est tout ce qui est en rapport avec l'extérieur. Le féminin, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intérieur. Oui, mais alors, et là, on parle de la femme, enfin, c'est censé être sur la femme, et on n'est pas du tout à l'intérieur, on nourrit plutôt un ego ou quelque chose d'extérieur. Et ça me fait un peu bizarre. Alors, et comment tu nourrirais l'intérieur alors, dans la publicité? Non, mais même tout court. Alors là, c'est pas. Pour moi, la publicité, ça ne nourrit pas à l'intérieur. Non, mais même, qu'est-ce qui nourrirait à l'intérieur alors? Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? À la limite, si tu veux nourrir plus l'intérieur, qu'il y ait plus de diversité. Parce que aussi, le problème de ces publicités, c'est qu'elles deviennent une référence qui n'est pas toujours facile à suivre pour tout le monde. Et ça cause des vrais problèmes de complexité derrière, autant chez les hommes que chez les femmes. Mais peut-être que de diversifier les femmes, il y a certaines marques qui avaient commencé à faire des pubs avec des femmes un peu fortes. Ça, c'est quelque chose que je trouve plus juste, par exemple. La diversification plutôt que l'interdiction. C'est toujours bien de voir des faits. Exactement. On est bien d'accord. Je trouve que la diversification est plus intéressante que l'interdiction. Si on diversifiait les choses, ça serait plus simple. Non, mais je voudrais juste dire un truc par rapport à la pub. Voir des jolies fesses pour vendre un slip ou un string, c'est super. Mais voir une femme à poil pour vendre une voiture, c'est là que le problème il est là, quoi. Ouais. Mais en 1970, les pubs pour vendre des bagnoles, il y avait des nanas à poil. Et en 1970, ça posait de problème à personne. Il y avait pas la critique n'existait pas.
Aujourd'hui, dans le salon d'automobile, il y a des nanas autour des bagnoles et ça pose problème. Alors, les mentalités évoluent, d'accord? Non mais si tu veux, c'est génial. Mais comprendre pourquoi ce truc-là existe, plutôt que de le critiquer en tant que tel, genre ah mon Dieu, aujourd'hui c'est insupportable. Il y avait une pub comme ça qui disait il a la voiture, il aura la femme. Ah oui, elle est obligée au même titre que la Je sais pas voiture. si tu te rappelles cette pub. Il a la voiture, il aura la femme. Moi, je connais pas bien les pubs. Mais le truc, c'est une vieille pub. Mais le truc, c'est quand même posé sur l'argent. Hein. C'est les mecs qui achètent. Hein. Enfin, pour moi, le problème là, c'est que la femme, elle est comme un objet. Quoi. Parce que les hommes achètent. C'est comme ça qu'on fait. Je voudrais répondre à ta question parce que je la comprends pas, j'ai pas tout compris je pense, mais je vais essayer de répondre un petit peu à ce que, quand tu parlais d'intériorité et d'extériorité. Oui, à toi. Là, pour bien comprendre, hein, c'est pas vraiment une question en fait, c'est plus un arrosage, voilà. Ouais. D'accord. Donc c'était pas une question. alors je n'y répondrai pas, je te donnerai de l'eau à ton moulin pour rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on vient d'atteindre 1h30. Donc, c'était juste pour rebondir sur ce que disait la demoiselle, c'est que quand elle parle d'intérieur et d'extérieur, ce qu'elle est en train de dire, l'image qu'on reflète, l'image de la femme dans la société, aujourd'hui ce qu'elle est conditionnée, trouver justement cet équilibre, ce qu'on appelle homme-femme, parce qu'il y a quelque chose qui est les caractères qui est donné à l'homme, et les caractères qui est donné à la femme. Et le problème, c'est qu'on dit qu'il faut prendre ses responsabilités, et on parlait justement d'aimer ce qu'on veut faire soi. Le problème, c'est que tout est lié à l'image qu'on va donner aux gens. Cette peur-là, et on voulait savoir si justement, ce soir, il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait parler de l'intérieur, c'est-à-dire on en a un peu parlé en disant c'est ce que j'aime, c'est ce qu'il faut faire, mais on parle beaucoup de l'extérieur, de ce qu'on va rendre, de ce qu'il faut changer, de ce que l'on voit, et pas de ce que l'on ressent vraiment. Enfin, je sais pas si c'est oui. ça. Parce qu'il y a une vraie question, parce qu'il y a une vraie question qu'on se pose tous de manière permanente, c'est comment je vais être jugée. Et donc l'extérieur est hyper important parce que il vient contrebalancer avec l'intérieur. Tu vois, les deux sont ensemble. Il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on veut faire et qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Parce qu'il y a le regard extérieur. Exactement. Et bien ça, le regard extérieur, si tu veux, c'est dedans. Oui. Tu comprends? C'est pour ça que si tu veux savoir qui tu es, donc comment tu te sens. Il faut se fiche du regard extérieur. Justement pas. Non, justement pas. Regarde ce que tu penses de l'extérieur et tu vas voir comment c'est dedans. Je veux dire, si tu vois de la guerre partout, c'est qu'elle est dedans. Il est là, le féminin, le ressenti. Si tu vois des injustices partout, c'est qu'il y a une part de toi qui est en train de les produire aussi et tu les vois pas. Tu comprends? Ah oui, j'aime pas beaucoup, c'est des phrases après qui finissent par sonner creux à force de... Mais tu comprends, fermer les yeux et essayer de se recentrer pour savoir qui on est, ça peut marcher si on fait de la méditation, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça, c'est regarde ce que tu penses du monde et tu vas voir ce que tu as peur qu'il pense de toi. Et tu verras là où toi, tu as mis toi-même tes propres freins pour rester dans ce que tout à l'heure on parlait de conditionnement. Comment est-ce que je vais me conditionner, même si ça ne me rend pas heureux ou heureuse, je vais quand même rester là-dedans parce que j'ai peur d'être jugé. Mais si j'ai peur d'être jugé par le dehors, c'est parce que je juge le dehors, moi. C'est là où je vais pouvoir m'intérioriser. C'est quand je vais regarder comment moi je pense le monde, que je vais pouvoir voir comment moi je me ressens, comment je le ressens ce monde-là. Et c'est quand j'apaise cette relation à l'autre et que je laisse, il est parti tout à l'heure le garçon, mais où je laisse finalement l'autre avoir le droit d'avoir des pensées différentes des miennes, d'avoir une existence différente de la mienne, d'avoir des envies différentes des miennes. C'est quand d'un coup j'apaise ça avec l'extérieur, que d'un coup j'apaise l'intérieur. Ça répond un peu plus à ta non-question. Peut-être. Il y a des choses que je comprends un peu mieux là avec ce discours-là en tout cas. Mais après, je ne sais pas pour un collègue, mais... Ouais. Ouais, mais dans... Vas-y. Moi, j'avais juste une réflexion sur la...
elle parle entre elles, vas-y. Non, c'était sur la question de la responsabilité. En fait, j'ai l'impression que, enfin, évidemment, je suis d'accord qu'il faut se responsabiliser et même se déconstruire, tout ça. Enfin, moi, je me considère comme féministe et ça fait des années que je me déconstruis. Et moi, au contraire, je pense que la notion de conditionnement, elle est assez pertinente. Et j'ai l'impression qu'on a un peu toute la responsabilité sur les femmes et que ce serait que aux femmes de changer et de se mettre de bouger, de se mettre en avant, de changer les choses. Et que c'est ce qu'on fait en fait, c'est ce que les féministes font depuis des centaines d'années. Maintenant, je pense que c'est aux hommes aussi de se bouger, de se dire bon ben qu'est-ce qu'on fait maintenant nous. Mais alors, je vais te donner un exemple. Mais tu as tout à fait raison. Je vais te donner un exemple. Pour moi, la relation de couple est quelque chose qui, depuis que j'ai 15 ans, est une des choses les plus importantes pour moi. J'ai essayé avec plein de nanas. Et j'ai perdu parce qu'elles ne voulaient pas jouer au même jeu que moi. Il a fallu que j'accepte de définir les règles du jeu pour moi, pour rencontrer quelqu'un avec qui avait envie de jouer avec moi, avec qui j'avais envie de jouer avec elle. Je crois que dire aux hommes, comme si c'était un espèce de conglomérat qui jouait à un seul jeu et de dire bah ouais, moi je veux jouer à tel jeu, donc venez tous jouer avec mon jeu à moi, je pense que ce ne serait pas juste. Je pense qu'il y a des hommes qui ont envie de faire évoluer les choses. Et quand une femme a envie de faire évoluer les choses, elle va rencontrer un homme qui a envie, lui aussi, de faire évoluer les choses. Elle va choisir un patron qui va être progressiste. Elle va choisir un homme pour partager sa vie qui va être progressiste. Elle va choisir des amis qui vont être progressistes. Maintenant, demander à tous les hommes de devenir progressistes pour que si tu trouves un boulot, que tu as un rendez-vous avec le patron et que tu te rends compte que c'est un gros con, il pense pas comme toi, hein, d'accord? Bon, donc c'est un gros con. De lui demander de changer pour que tu puisses avoir le boulot, je crois pas que ce soit comme ça qu'il faille faire. C'est dire, ben, c'est un gros con, cette boîte-là, elle exploite des mômes, elle respecte pas ses employés, ou j'en sais rien. Ok, je ne vais pas bosser chez lui. Je vais trouver un patron qui est progressiste. Je vais rencontrer un mec qui est progressiste. Comment? J'ai pas compris. C'est pas ce qu'il te dit. Mais je suis pas. Je suis pas tolérant. Coluche disait suffirait qu'on arrête de l'acheter pour que ça arrête de se vendre. Je crois qu'il y a un moment où. Comment? C'est une façon de penser, hein. Non, mais bon, déjà, en fait, c'était pas la question qu'elle t'avait posée, mais enfin, pour moi, parce qu'en fait, là, tu parles de toi et elle parle d'une. Enfin, je parle, si je parle de façon générale. Voilà, merci. C'est ce que je pensais. En fait, c'est là, tu parles de toi. Et en fait, et c'est le problème de beaucoup de mecs, et pardon, hein, de le redire, en fait, c'est de toujours prendre. Absolument dégueulasse ce que tu viens de faire. Non, mais si, je te jure. Non, souvent les mecs ils disent non, mais moi je suis pas comme ça, et en fait, je pense que. Mais en fait, c'est pas ça qu'elle demandait. Elle disait, elle te parlait de façon générale, et toi, tu parles de toi et de. Oui, parce que je ramène ça. Tu ramènes ça en plus au couple alors qu'elle te parle d'autres sujets. Je parle de plein d'autres choses, mais c'est chiant. Il donne un exemple symbolique pour parler de quelque chose de général, d'accord? On est tout à fait d'accord avec toi. La modification ne peut pas se faire que chez les femmes. Elle doit se faire chez l'humain. Depuis le départ, on n'a pas eu d'autre discours que celui-ci. Ce soir, la conversation, elle est centrée sur la femme, et je parle aux femmes, d'une femme aux femmes, et lui, d'un homme aux femmes. D'accord? C'est aujourd'hui, dans les retours qui sont proposés, il y a un espèce de truc qui est posé comme ça, où les femmes disent on n'a pas ce qu'on veut. Et comment on pourrait faire pour avoir ce qu'on veut? Moi, la réponse que j'ai envie de te donner, c'est pas dis aux hommes de changer. Hein. C'est à toi que je parle. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi que les hommes aussi doivent faire un effort. D'accord? Je suis d'accord avec toi qu'il y a véritablement quelque chose à modifier chez l'humain, de manière générale. D'accord? Le truc, c'est aujourd'hui, dans notre condition de femme, là, comment on fait, nous, pour bouger les choses? L'extérieur va bouger avec nous. Je suis absolument OK avec les gens qui font des manifs et des trucs pour que ça change, des trucs contre la violence, contre les agressions sexuelles, contre... OK, je suis OK avec tout ça.
tu vois. Et il est OK avec tout ça aussi. Le truc se pose pas vraiment comme ça. Dans ta question, c'est OK, d'accord, il y a à nous à prendre notre responsabilité, mais est-ce que les hommes ne devraient pas la prendre aussi? Bien sûr que si, depuis le début, on ne dit pas l'inverse. Tu vois, mais pour qu'ils puissent la prendre, pour qu'ils puissent la prendre, il faut que tu récupères ton pouvoir. Oui, non, mais pour que tu puisses récupérer le pouvoir, pour que tu puisses récupérer le pouvoir, non pas sur les hommes, mais sur les hommes avec lesquels tu communiques, tu es obligé de récupérer ton pouvoir. Je vais te donner un exemple, un contre-exemple, d'accord? Ou par exemple, au début, quand on s'est mis ensemble, je voulais qu'elle comprenne certaines choses parce que pour moi, il y avait des trucs qui étaient obligatoires qu'elle comprenne. Et elle me disait oui, mais elle ne le faisait pas. Oui, elle ne le faisait pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré mon pouvoir. J'ai dit écoute, puisque ce que j'ai envie de vivre avec toi, apparemment, tu n'as pas envie, c'est pas grave, c'est pas toi. Elle dit attends, 2 secondes. Et là, d'un coup, les résistances qu'elle avait à changer, je les ai cassées parce que j'ai récupéré ma capacité à dire si tu veux pas toi, c'est pas grave, hein. Ça sera pas avec toi, mais ce sera toujours avec moi. Tu comprends? Dans son exemple, ce qu'il te disait, c'est que si l'homme en face ne veut pas changer, partage pas avec lui. Ça va le pousser à changer. Le truc, c'est pas de lui dire change. C'est tu veux pas, ciao. Voilà, point barre. À un moment donné, tu sais, il va avoir un réveil. De l'autre côté, l'autre, il va dire attends. Le patron, l'exemple du patron qui te donnait, si le patron c'est un goujat et que à chaque personne qui recrute, elle arrive, elle dit mais t'es un gros con, j'ai pas envie de bosser chez toi, il n'arrivera jamais à faire venir un nouvel employé et donc à un moment donné il va se remettre en question le gars, tu vois. C'était ça son exemple de tout à l'heure. Si tu veux que les gens en face évoluent, c'est de choisir que s'il n'est pas en train de vivre le truc comme toi tu as envie que ce soit vécu, passe à autre chose, n'y va pas. On est tous en train de dire oui, il faudrait changer les trucs, mais va chez Auchan ou chez Carrefour, c'est plein partout. Qu'est-ce que tu veux faire? On dit ils exploitent, mais qu'est-ce que tu fous là-bas tous les samedis, bordel de merde? Tu comprends? Et on est en train de demander à ce que le politique légifère sur leur mode de fonctionnement, alors que de toute façon, ils sont en train de faire mal, d'après nous, et on y va quand même. Tu comprends? Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est de dire, si leur façon de faire ne me convient pas, je les laisse faire parce qu'ils ont le droit, mais moi, j'y vais pas. Et si tout le monde prend sa responsabilité, à un moment donné, ça finit par bouger. Mais non pas parce qu'on n'est pas d'accord, pas parce qu'on va être contre l'autre, mais parce qu'on accepte que l'autre il soit ce qu'il est, mais que nous, on n'est pas d'accord. Et là, ça fait bouger les choses. Tu comprends? Quand on dit, oui, les hommes. Si tu veux jouer à avoir raison et dire que c'est des cons, pour pouvoir avoir raison, tu vas être obligé de rencontrer des cons. Pour pouvoir continuer à dire, tu vois, je l'avais dit. Alors que si tu dis, ils ont le droit, pour certains, d'être cons. Et s'ils sont cons, moi, c'est pas ce que j'ai envie. Et donc, je vais choisir sur les 10 mecs qui ont envie de vivre un truc avec moi, je vais choisir celui qui a le plus d'affinité, qui est le plus d'accord avec ma façon de voir les choses. Et tu verras déjà qu'avec lui, ça va pas être facile tous les jours. Mais déjà, au moins, là, tu n'es plus en train de t'occuper des 9 autres qui ne sont pas d'accord. Et les 9 autres, là, si toutes les nanas commencent à dire « bah non, vous n'êtes pas à la hauteur », le mec, il va commencer à ouvrir des bouquins pour regarder comment ça marche. Mais lui demander d'ouvrir des bouquins, jamais on le fera. C'est pas possible, c'est pas comme ça. Par contre, si d'un coup, tu le laisses sécher et qu'il est obligé d'ouvrir un bouquin pour comprendre comment ça marche, il aura fait lui-même l'effort de se dire, il y a peut-être un truc qui a changé pour que ça se fasse. Et c'est comme ça que ça marche. Quand tu fais la guerre à quelqu'un, il te fait la guerre. On ne fait pas autre chose. Ça ne marche pas autrement. Tu ne peux pas agresser quelqu'un et lui dire t'es qu'un gros con, tu comprends rien, avec le mec qui dit oh putain, t'as raison. Non, mais quand je dis. Ouais, non, mais là, oui, j'ai fait un raccourci parce que c'était pour faire une bonne blague. C'était pour faire une bonne blague. D'accord? On va prendre une dernière question, et puis après, parce que là, l'énergie, elle est bien trop montée. On prend une dernière question, et puis après, on va arrêter. S'il y a quelqu'un qui veut, sinon, on arrête. Vas-y. Alors, moi, une question, mais comme j'ai raté un peu les 3 quarts, je sais pas si tu peux. Vas-y. Dire un peu sur le début. C'est pas grave, on te mettra une fessée si ça va pas. Ah oui. Parce que c'était une boucle, j'ai vu un peu là, les actives, les
question, c'est quoi? Alors il faut qu'on recommence depuis le début. Mais la vidéo, elle sera sur YouTube si tu veux. Reviens au prochain. La vidéo sera sur YouTube. Ouais, moi je voudrais dire quelque chose par rapport à un des trucs les plus terribles qui est fait aux femmes. C'est quand même fait par les femmes, c'est l'excision, et c'est fait par des femmes. Donc l'histoire de la guerre entre les hommes et les femmes, je pense effectivement que c'est aux femmes de se reprendre en main, quoi, de porter sa propre histoire, quoi. Je sais pas comment. Dans l'analyse et dans le regard, c'est vrai qu'il y a des disparités entre les hommes et les femmes, et c'est vrai que c'est très difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont problématiques entre les hommes et les femmes. Mais les femmes entre elles. C'est pire. Je crois qu'il y a une vraie problématique à regarder à ce truc-là. Hein. Tout le monde parle de sororité et compagnie, mais les nanas, ça va bien quand elles ont un intérêt commun, quoi. Si tu mets ne serait-ce qu'un mec au milieu, c'est la guerre. Hein. La jalousie féminine, par exemple, elle est hyper excessive par rapport à la jalousie masculine. Non, moi je pense pas que il y a social, je sais pas, entre les femmes blanches, les femmes racisées, entre les femmes hétéros et les femmes queer. Je pense que les différences elles sont surtout là-dedans. Je pense pas que ce soit par rapport à un mec. Enfin, je trouve ça assez. C'était un exemple. C'est pas parce que ça c'est vrai. Les disparités, les dysfonctionnements entre femmes, c'est hyper compliqué. Il y a quelque chose qui est vraiment à bosser là entre nanas. L'acceptation de l'autre femme, elle est hyper compliquée. Et ça se voit dans les familles, avec les enfants, entre les mères et les filles, c'est très marqué. C'est quelque chose qui est... c'est vachement important, c'est quelque chose à développer. Bien sûr. Ah oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Ah oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Souvent d'ailleurs, dans les différends avec des problèmes liés aux hommes, il y a quand même des groupes de femmes, très conditionnés par exemple, sur des anciens schémas, qui s'attaquent aux femmes qui veulent bouger. Hein. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Hein. Ceux qui font barrière au changement, c'est souvent les femmes. Ça vient toucher finalement en face à face si toi en tant que femme tu bouges, tu me demandes moi en tant que femme de bouger. Et ça c'est vachement difficile à accepter pour certaines. Pour finir, c'est bon, on peut rajouter ? Ouais. Pour finir, On va parler, dis donc. Quand même. Nous, comme on a dit au début, hein, on ne fait que vous donner un point de vue relatif par des recherches qu'on a effectuées nous-mêmes sur les causes des causes et pas sur les conséquences, parce que les conséquences sont celles que vous observez vous tous les jours avec les disparités qu'il y a entre les hommes et les femmes entre elles, etc. etc. Ça, ce sont les conséquences. Nous, on a essayé de travailler sur les causes, d'expliquer les causes, d'argumenter les causes, et elles sont multiples. Donc nous, on en voit certaines, on a essayé de regarder comment on pouvait faire bouger ces causes-là, comment on pouvait les observer, les accepter pour pouvoir ensuite, après, les modifier. N'imaginez pas, comme je vous disais au début, que nous avons raison et que donc vous avez tort. C'est quand on arrive à associer deux idées qui ont l'air contradictoires et à les rendre complémentaires que d'un coup on fait évoluer notre propre système et on fait évoluer notre compréhension de l'humain, de qui l'on est, du monde, de la vie, de ce que vous voulez. Et donc prenez ce qui vous va et laissez le reste parce que ça n'a aucune importance. On ne sera pas plus intelligent ou plus bête si on est d'accord ou si on est contre. Voilà. On voudrait vous remercier d'être venus si nombreux, ça a été un vrai plaisir. Je sais que c'était un peu punchy de temps en temps parce qu'il y a des choses qui parfois avec lesquelles on a l'air de ne pas être d'accord et souvent c'est plus de la sémantique, une façon de vouloir
imposer un peu son point de vue. On a essayé de pas trop imposer le nôtre, même si c'est quand même nous qui faisons la conférence, donc bon voilà, il faut quand même qu'on l'explique. Donc voilà, on voudrait vous remercier, on voudrait remercier encore une fois la mezzanine de nous accueillir. Et puis merci à vous. Merci d'avoir permis ça. Je me disais, bon, après vous devez peut-être